tout d'abord vous remercier toutes et tous d'être présents à ce webinaire, deuxième webinaire donc, sur le thème de l'organisation d'un RAID. On avait fait un premier webinaire sur les gens qui sont, on ne va pas dire débutants, mais en tout cas ceux qui sont sur les premières expériences ou qui débutent. Et donc ce soir, ça s'adresse plus aux gens qui ont un peu plus d'expertise ou un peu plus d'expérience. Je me présente, même si je pense que je connais la grande majorité d'entre vous. Donc Hervé Simon, je suis en charge des RAID au sein de la Commission nationale des RAID à la FF3. Pour le deuxième mandat, on a une commission nationale avec une douzaine de collègues et on rencontre régulièrement à la FEDE, au bureau exécutif et au CA. Je voulais d'abord remercier deux de nos intervenantes ce soir, Sonia Popov, que aussi beaucoup d'entre vous connaissent, qui est une des plus grandes, elle va rougir, mais une des plus grandes médecins en médication d'urgence sur les événements sport nature, qui exerce depuis pas mal d'années et qu'on côtoie depuis longtemps, nous, pour certains d'entre nous, sur les RAID Series et avant, et sur le Gauloise. Et puis Pascal Bayot aussi, que beaucoup d'entre vous connaissent, qui est l'ordinateur de RAID in France, entre autres, même s'il a bien d'autres casquettes. Remercier Claire Grosseuf, donc la conseillère technique nationale en charge des RAID à la FEDE, qui a monté ces réunions, préparé le programme. Et puis Isabelle aussi, qui nous aide bien sûr sur la com, comme d'habitude, et qui a pu répondre à pas mal de vos mails. L'idée de ce webinaire, c'est d'être assez concret, d'aller au direct. Le point important que je voulais vous dire ce soir, c'est qu'on ne se veut surtout pas donneur de leçons. C'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur. On n'est pas du tout dans cette logique-là. Donc, même s'il y a des choses sur lesquelles on va partir d'expériences vécues ou de choses qu'on connaît de chacun de notre côté, on pense tous, je pense qu'on peut faire des erreurs et on en a tous fait beaucoup. Donc, l'idée, c'est d'éviter de les reproduire et partir des expériences et des compétences de ceux qui vont intervenir ce soir pour limiter ça. Et puis, quelques savoirs un petit peu plus théoriques, notamment en termes d'assurance, de réglementation, puisque les choses évoluent. Et c'est vrai que ce n'est pas toujours facile de suivre l'évolution de la réglementation. Donc, on se disait que c'était quand même intéressant, une fois de temps en temps, de vous faire un point parce qu'on vit dans un environnement tellement complexe que c'est quand même bon de faire quelques piqûres de rappel et aussi préciser des points qui peuvent être très, très techniques et pas forcément compréhensibles de tous, surtout quand ce n'est pas son métier et qu'on fait ça de manière bénévole. Voilà pour l'introduction en ce qui me concerne au niveau de la commission. Et donc, Claire, je sais pas si tu peux enchaîner. Oui, alors j'espère que personne ne va rentrer en route parce que du coup, je ne vois pas tout le monde. Hop. Donc, bonsoir à tous et à toutes. Merci Hervé d'avoir introduit la réunion de ce soir. L'idée, c'est vraiment voilà, de faire un petit point sur une suite sur la première formation et puis aller un petit peu plus loin sur les responsabilités et comment envisager un RAID un peu plus expert que le RAID débutant qu'on a vu sur le premier webinaire. Pour commencer, je vais faire un petit focus sur la réglementation et sur les RTS. Donc, je pense que vous n'êtes pas sans savoir ce que c'est, donc les règles techniques de sécurité. Il y a le lien. Juste un petit focus sur à quoi elles servent. C'est pour à la fois protéger les usagers, mais également les organisateurs. Donc, c'est vraiment important de les voir comme ça. Ce n'est pas une contrainte, mais c'est plus pour essayer de vous aiguiller pour pouvoir mettre les garde-fous qui vont bien pour éviter l'accidentologie notamment, et puis les difficultés que vous pourriez avoir si un pépin pourrait arriver sur votre activité, sur votre aide. D'un point de vue RTS, il y a quelques pages quand même qui sont axées sur les équipements et notamment le matériel. Donc, juste un petit rappel, il y a pas mal de matériel qu'on appelle des EPI, donc des équipements de protection individuelle. Et ça, c'est des équipements qui sont normés. Donc, quand vous faites un RAID, soit vous, dans votre règlement, en tout cas, indiquez les normes, faites référence aux normes pour que les gens sachent de quoi on parle. Et les normes sont vraiment adaptées aux activités. Donc, tout ce qui est EPI chez nous dans l'activité RAID, ça sera tous les casques. Tout ce qui est baudrier, alors mousqueton et corde, mais ça, on est très peu. Généralement, c'est géré par des guides ou autres, donc ils ont plutôt l'habitude.
Nous, on est plus sur du matériel personnel, donc ça serait les longes et les baudriers. Et tout ce qui est gilet d'aide à la flottaison, communément appelés les gilets de sauvetage en kayak. Pour ça, il y a des normes très définies et chaque casque a sa norme. Alors, on va dire, un problème actuellement, c'est que le seul casque qui avait plusieurs normes, en tout cas toutes les normes qui nous intéressaient, n'est plus commercialisé. Donc, c'était le casque Kong. Mais sachez qu'il y a une norme pour tout ce qui est activité montagne et c'est des casques qui résistent d'abord aux projectiles qui peuvent tomber du ciel, j'allais dire, mais de la montagne, style des mousquetons, mais des pierres, etc. Et ils protègent aussi de la chute. Les casques vélo qui sont plutôt des protections de chute et qui sont très aérés, donc ils ne peuvent pas fonctionner pour tout ce qui est activité corde, notamment quand il y a risque de chute par le haut. Et puis, il y a les casques d'activité, on va dire, nautique, qui sont obligatoires au-delà de la classe 3 et qui ont des normes particulières. Donc ça, il faut bien l'avoir en ligne de mire. Si vous faites appel à des prestataires pour gérer ces activités-là, n'hésitez pas à mettre le matériel aux normes dans le contrat s'il doit fournir le matériel. Et si vous le demandez aux concurrents, n'hésitez pas à rappeler la norme ou en tout cas à quelle norme doivent répondre les casques. Voilà, il y a une certaine tolérance pour certaines activités, ou en tout cas, nous, dans nos RTS, par exemple, sur les descentes en kayak, on peut accepter des casques vélo en dessous de la classe 3 parce que dans le code du sport, le casque n'est pas obligatoire en classe 3. Après, ça ne mange pas de pain de mettre un casque. On est toujours mieux protégé avec un casque vélo, même s'il n'est pas aux normes, que sans casque. Ça, c'est une première chose. Par contre, il y a aussi des spécificités. Notamment, et on le verra en fin de présentation, sur les normes notamment de gilet de flottaison. Si on est sur une embarcation, on va dire, solide, style un sit-and top comme on a l'habitude de rencontrer, on n'est pas sur les mêmes normes qu'une embarcation gonflable. Donc ça, il faut vraiment faire attention. Je vous enverrai de toute façon à tous les clubs et tous les organisateurs une fiche récap parce qu'on est en train de changer les RTS sur ce point de vue-là, mais il faut être assez fin et du coup dans les sites de pratique et connaître la classification des sites de pratique parce que ça a un impact direct sur les EPI. Deuxième petit point sur les EPI, alors ça concerne peut-être un peu moins les organisateurs, mais ils ont une durée de vie. Donc, si vous avez du matériel collectif, il y a un cahier de vie de chaque équipement qui doit être tenu à jour. Et il y a une durée de vie où après, ils doivent être mis au rebut. Il y a une norme spécifique pour le matériel collectif, mais il peut y avoir aussi des durées de vie sur du matériel individuel. Et ça, il faut vous en référer à la norme constructeur. Donc, un casque, par exemple, ça peut être 10 ans. Un gilet, ça peut être 5 ans. Et il est plus aux normes s'il dépasse cette durée de vie-là. Donc, ça, c'est vraiment une parenthèse qui est assez importante, que ce soit du matériel collectif, du matériel fourni par un prestataire. Là, mettez vraiment dans le contrat qui doit être aux normes actuelles en vigueur. Et puis, le matériel individuel, voilà, mettez-le dans le règlement de votre aide pour que tout le monde soit OK. Ensuite, il y a toute une partie sur du matériel qui n'est pas normé, qui n'est pas standardisé du coup, mais qui est quand même du matériel de sécurité auquel il faut vraiment que vous fassiez porter une attention particulière, notamment dans le règlement. Imposer, conseiller, ça, c'est à vous de voir en fonction de l'engagement de votre épreuve, mais en tout cas, n'hésitez pas à faire... à le spécifier. Bon, nous, on a spécifié dans les RTS que la couverture de survie, elle est imposée quel que soit le raid, mais je pense notamment à l'activité swimrun avec une combinaison néoprène. Donc ça, c'est pas un matériel EPI, c'est pas un élément normé. Par contre, c'est un équipement pour nous, à nos yeux, de sécurité. À voir si vous l'imposez ou si vous le conseillez. On ne va pas vous dire ce qu'il faut faire. Je prends un exemple, si on a une partie de swimrun avec 2 fois 25 mètres à nager dans une eau à 18 degrés, c'est pas pareil que 15 sections de natation entre 500 et 1000 mètres dans une eau à 18 degrés.
On peut penser toujours qu'on peut, notamment par exemple sur du swimrun, on peut ouvrir une combinaison pour se rafraîchir. Par contre, une fois qu'on n'a pas le matériel de sécurité avec nous, on a l'impossibilité de se prémunir du froid. Et ça sera pareil pour les casques, etc. C'est-à-dire, quand on l'a, on peut pas le porter ou on peut l'ouvrir ou le fermer et s'en servir. Quand on l'a pas et qu'on en a besoin, c'est trop tard. Donc, anticipez ce matériel de sécurité dans vos règlements et voilà, il vaut mieux qu'il soit emmené mais pas porté que manquant. Donc ça, c'est vraiment important. Et pareil sur le matériel, on va dire, dit de secours. Alors, c'est des petites anecdotes, mais c'est pour vous mettre un petit peu la puce à l'oreille sur la suite de ce que vous exigez, entre guillemets, sur les concurrents. Si vous demandez du matériel de secours, je pense notamment aux cordes de kayak, il faut aussi pouvoir s'en servir. Donc, exiger qu'il y ait un niveau de compétence minimum. On a vu déjà pas mal de fois sur des raids des cordes de sécurité de kayak qui sont accrochées à des gilets de sauvetage, mais ces gilets ne sont pas largables. Donc, ça peut créer d'autres problèmes. Ou des cordes de sécurité qui sont très, très bien rangées dans le sac, qui sont dans le caisson de flottaison fermé devant le kayak et qui sont inaccessibles en navigation. Donc voilà, c'est juste des petits points d'éclairage pour n'hésitez pas à imposer ou conseiller le matériel, mais aussi de dire où il doit se placer, ou en tout cas de demander à minima des exigences techniques si toutefois vous pensez que ce matériel est nécessaire. Ça, c'était un petit point sur le matériel. Il y a quand même pas mal de pages des RTS qui concernent ce matériel, mais il y a toute une partie qui concerne un petit peu le rôle de l'organisateur et le point, ce que doit penser l'organisateur. Il faut partir du principe que ces règles techniques de sécurité, elles sont valables pour tout raid, quel que soit le niveau et quel que soit l'âge. Donc, j'ai envie de dire, elles sont applicables au raid des mini-poussins jusqu'au raid in France version XXL. C'est-à-dire qu'on ne sera pas plus exigeant. La FFA a saucissonné un peu ses RTS en fonction des distances, en fonction du dénivelé, etc. Nous, on ne l'a pas fait. Alors, peut-être pas encore, on verra, mais on ne l'a pas fait. Par contre, il est clairement marqué dans les RTS qu'il y a un devoir de l'organisateur de vraiment reconnaître le parcours. Ça, c'est le B à bas et je pense que Pascal en parlera un peu plus. Quand vous reconnaissez, ce n'est pas juste savoir par où vont passer les équipes, mais il faut vraiment prendre de l'information sur la cotation des parcours. La reconnaissance permet aussi d'anticiper, voilà, aujourd'hui ça passe parce qu'il fait super beau, par contre je vois que s'il pleut, si c'est mouillé, ça risque d'être hyper glissant et plutôt accidentogène. Ça peut donc, si par exemple cette section risque en mauvais temps de prendre du temps, peut-être que ma section kayak que je dois faire juste après, avant la nuit, finalement ils vont mettre un peu plus de temps, donc ça va coincer sur la section d'après. Donc c'est essayer d'anticiper les problématiques que je peux être menée à rencontrer au cours de mon raid en fonction des aléas climatiques, en fonction de s'il y a un pépin mécanique sur une des équipes, etc. etc. Donc, ça va vous permettre d'avoir une réflexion sur comment je mets des garde-fous pour éviter que un mauvais temps ou autre ait des conséquences ensuite sur le parcours. Et pareil, donc reconnaître les cotations, peut-être reconnaître des bassins versants si vous faites du canyon, et du coup, envisager potentiellement un plan B, un parcours de repli, si vraiment les conditions ne sont pas remplies pour faire la suite du parcours. Ça peut être de la haute montagne en cas de mauvais temps, ça peut être une annulation de canyon d'une partie kayak s'il y a des gros orages et une montée d'eau subite, ça peut être pas mal de choses. Mais en tout cas, plus vous reconnaîtrez, plus vous poserez les bonnes questions, plus ça sera facile de prendre la décision en cours de route. Je parlais du niveau de compétence et d'exigence. Donc, j'en parlais notamment par rapport à la sécurité kayak, s'il faut se servir d'une corde de lancer, mais aussi sur les nouvelles disciplines. Alors, je refais un petit focus sur le swimrun, mais il n'y a pas que ça, il y a le stand-up ou d'autres disciplines. Il y a des nouvelles disciplines qui arrivent et qui sont super chouettes pour le raid. Par contre, prenez conscience que les raiders sont formés très très bien en vélo et à pied et en orientation.
ont commencé à très bien se former en kayak, mais chaque fois qu'il y a des nouvelles disciplines, le niveau n'est pas très, très homogène, voire très hétérogène, voire des fois, il y a certaines lacunes. Donc, tout le monde ne sait pas très bien nager. J'ai eu l'exemple de personnes qui m'ont dit, mais vous vous rendez compte, sur un championnat de France, il n'y avait pas de sécurité sur des cordes alors qu'elle était très présente. J'ai failli me délonger. Non, s'il y a une activité corde sur un championnat de France, c'est que vous devez être autonome en corde. Donc, annoncez déjà les disciplines, sans dévoiler les parcours, ni l'enchaînement, ni les... Voilà, annoncer les disciplines, donner les niveaux d'exigence, notamment par les dénivelés, mais aussi par les cotations. S'il y a du swimrun, voilà, donner peut-être, s'il y a vraiment une longue section natation, il y aura un 1000 mètres natation ou il y aura une classe 4 en kayak, mais voilà, informer en tout cas sur les niveaux d'exigence, voire comme le fait Pascal, sur le niveau technique qui est requis par chaque équipier ou par au moins un des équipiers. Donc tout ce qui est parcours et anticipation, donc voilà, anticiper quand vous reconnaissez votre parcours sur les portes horaires, etc. Pascal, on vous mettra une couche et je pense que Sonia aussi. On est toujours surpris, en fait, tous les organisateurs, en tout cas, c'est les retours qu'on a, qui arrivent à peu près, et c'est de moins en moins vrai, à anticiper le temps de parcours des premiers, mais les premiers vont de plus en plus vite parce qu'ils sont de plus en plus rapides, donc on se fait des fois surprendre. Et par contre, les derniers, c'est difficile à anticiper le temps de parcours des derniers, et souvent, on a une course qui s'allonge vraiment beaucoup. Déjà pour vous, pour votre nombre de bénévoles, mais aussi pour les secours, plus votre peloton sera resserré, plus c'est facile de suivre la course et d'agir sur la course. Donc, pensez quand même de mettre des portes horaires sur vos longs raids pour vous faciliter l'organisation, la gestion et ensuite la cohérence voilà, sur la position des secours, etc. Donc, ça, c'est assez important aussi, c'est de penser à ça pour vous faciliter, vous, la tâche et la gestion de votre raid le jour J. Je pense que Pascal pourra l'étayer de façon anecdotique sur ces conditions-là. Et pareil, quand vous reconnaissez votre parcours, pensez aussi secours. Les délais d'intervention, couverture réseau, essayez de prévoir la position des secours. Je pense que Sonia vous en parlera pour que ça puisse qu'ils puissent naviguer d'un point à un autre assez rapidement et que voilà, on puisse accéder à tout point de la course dans un temps relativement, en tout cas, rapide. Donc ça, c'est vraiment une étape hyper importante, quelle que soit la durée, mais surtout sur les raids plutôt longs. Je ne sais pas s'il y a déjà des questions. Alors, je ne l'ai pas dit, mais du coup, on a une assemblée qui est assez silencieuse, ou en tout cas qui a fermé le micro de façon systématique. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Là, on y reviendra. Déjà, si vous avez des questions maintenant, je vous invite à rallumer votre micro. Sinon, je passerai rapidement la parole à Pascal. En tout cas, ce qui nous tient à cœur, mais je pense que vous, en tant que raider et organisateur, le but, c'est de faire plaisir aux coureurs et de se faire plaisir quand on court. La prise de plaisir, j'ai envie de dire, elle doit être aussi grande pour le premier que le dernier. Et c'est vraiment de faire la course, de passer dans des endroits extraordinaires, de faire des superbes activités qui attirent les personnes à faire du raid. Donc, l'idée, c'est vraiment pas d'être dans le toujours plus, voilà, et déjà mettre en danger les équipes peut-être et peut-être l'organisateur, et penser que déjà, plus on allonge la course, plus la course en elle-même est une difficulté. Donc, c'est pas la peine d'aller toujours rajouter quelque chose de plus extrême, ou en tout cas de plus engagé, et que tout le monde puisse finir la course de façon, j'ai envie de dire, intègre et surtout en se faisant plaisir, voilà, que ça ne soit pas forcément une dominante. Est-ce qu'on peut imposer un temps limite aux participants pour effectuer le parcours ?
Oui, alors le temps limite, c'est le but des portes horaires. Alors après, ça peut être des courses à option ou en tout cas de finir une section avec un temps limite. Et au contraire, on vous encourage à faire ça pour que les premiers puissent faire des plus longs, mais que les derniers puissent non pas être chantés et arrêter la course au bout de 3 heures de course parce qu'ils sont hors délai, mais qu'ils puissent revenir, et Pascal en parlera peut-être, revenir dans la course, même s'ils sont sur un format plus court de course. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Sinon, Pascal, je te laisse la main. Alors, Pascal Baillot, pour ceux qui ne le connaissent pas, je te laisserai peut-être te présenter, mais voilà, organisateur du Raid in France, qui est l'une des manches de raid de la RWS dans le circuit international et qui a été le support du championnat du monde et qui est un des premiers grands raids, on va dire, de raid long, donc sur 4-5 jours de France. En tout cas sur la période actuelle. Maintenant, il y en a plusieurs qui s'y sont mis. Voilà, je te laisse parler de ta philosophie, des mises en garde et puis de comment voilà, passer d'une idée au tracé et voilà, ce qui peut arriver à un organisateur à essayer d'anticiper au maximum. Bonjour à tous. J'ai plus grand-chose à dire. Claire, tu as tout dit. Ah non, j'ai introduit. J'ai plus grand-chose à dire. Non, je reviendrai. Donc, je me présente rapidement. Donc, Pascal Baillot, je suis le directeur de course et le créateur de Raid in France. On essaye d'organiser la 11e édition. Ça fait 2 fois qu'on annule, mais voilà, on a organisé 10 éditions, dont 2 championnats du monde. Et le dernier, c'était à La Réunion. Avant ça, j'ai fait un peu de sport de niveau et j'ai fait 10 raids gauloises, entre autres, voilà, avant de commencer à faire de l'organisation. Donc, je suis dans, on va dire, des raids depuis après 1990. Voilà, donc ça fait un petit moment. Alors, je crois que je veux revenir juste ce qui a été dit. Moi, on m'a demandé d'intervenir, je le fais avec plaisir, mais je ne suis pas là ni pour donner, je ne suis pas moralisateur, rien du tout. Hein. Je suis un organisateur comme beaucoup de gens, sûrement en face de l'ordinateur. Et moi, je peux faire un retour d'expérience et donner un certain nombre de choses par l'expérience qu'on a soit de coureurs, donc de ce qui a pu nous arriver comme coureurs, ou maintenant d'organisateurs. Mais vraiment, ma vision, c'est la mienne et c'est pas forcément la seule et c'est pas, voilà, chacun peut prendre dans ce que je vais éventuellement dire ce qui l'intéresse et après, je trouve que l'intérêt des raids, c'est pour ça que c'est intéressant comme activité, c'est que c'est vraiment la sensibilité de chacun qui fait une manifestation. Donc, il faut que chacun garde sa sensibilité. Après, il y a des règles, il y a les RTS qui sont des règles très, très, très cadrées. Et voilà. Et encore, on a la chance au niveau des raids d'avoir des RTS qui nous laissent beaucoup de possibilités. Justement, c'est peut-être là-dessus où il faut faire attention, c'est-à-dire qu'on a la possibilité et c'est à nous, je pense, d'être responsable et de faire attention à ce qu'on fait. C'est-à-dire qu'on peut se laisser facilement emmener, surtout peut-être par volonté souvent de trop bien vouloir faire. Hein, et mon expérience me le fait dire assez facilement en disant les premières fois, j'ai peut-être été des fois un peu loin. Et, alors, souvent, ça se passe bien, mais ce qui a été mis on en avait discuté assez longuement avec Claire, et ce qui a été mis sur la diapositive d'avant, pour moi, maintenant, quand je trace, de toute manière, un raid, on va partir surtout sur des raids longs, mais même sur des raids d'une journée, une journée et demie, un raid, c'est forcément dur. Il faut partir du principe que de toute manière, ça va être dur. Pourquoi ? Parce que les premières équipes, elles vont aller vite, donc ça va être dur. Et dès qu'on va vite, c'est forcément dur. Qu'on est dans la nature, donc il va falloir s'adapter, donc c'est forcément dur. Et puis, pour ceux qui vont moins vite, c'est vraiment des équipes qu'il faut prendre en ligne de compte. Je dis pas les plus faibles, hein, c'est ceux qui vont moins vite, parce que sur un raid, je crois que ce qu'il faut bien voir, enfin c'est notre philosophie, c'est que
il faut que tout le monde il se trouve son bonheur. Donc, on va avoir des gens qui sont déterminateurs devant, et puis on va avoir des gens qui vont, entre guillemets, et c'est pas du tout péjoratif, au moins dans ma bouche, c'est que c'est des gens qui viennent faire quasi du tourisme sportif pour certains, mais c'est très bien, hein, ils viennent découvrir, puis c'est peut-être des gens qui vont évoluer tout doucement et qui vont aller faire quelque chose de plus racing. Mais le raid, c'est pas que du racing. Donc, quand on est organisateur d'une course, et plus elles sont longues, plus je pense que c'est prégnant. Il faut vraiment prendre en compte le niveau moyen des équipes et pas celle de devant. Celle de devant, comme disait Claire, je ne veux pas dire qu'à la minute près, on est capable de timer leur passage, mais on sait à peu près à quelle vitesse ils vont aller en dehors des aléas climatiques. On sait à peu près où ils vont s'arrêter. On sait le temps qu'ils vont mettre sur une transition. Et puis, dès qu'on a dépassé le milieu de la course, et ben là, c'est la grande inconnue parce qu'on a des équipes qui sont venues découvrir, qui vont gérer ça complètement différemment. Et là, il va falloir pour l'organisateur une grosse partie d'adaptation à notre niveau sur Raid France. Moi, j'ai presque tendance à dire que le dernier tiers, il est géré au coup par coup pendant la course. Hein. Il m'arrive de faire des timings différents qui n'étaient pas prévus. Pour être très franc, pour que le classement puisse se faire, on a tout un logiciel et on a prévu déjà un certain nombre de cuts, hein, comme on les appelle, hein, qui revient à des cuts, c'est des endroits. Alors, c'est des temps maximum de passage. Et après, on redirige les équipes sur un autre itinéraire plus facile ou plus accessible qui va leur permettre de continuer la course et de rentrer. Et c'est que j'en prévois déjà d'autres en me disant forcément, je vais avoir des équipes qui vont aller moins vite, qui ne vont pas avoir envie ou qui veulent dormir plus ou tout ça. Donc, j'essaye de prévoir tous ces cuts longtemps à l'avance pour que dans notre organisation, ça ne vienne pas déranger trop. Alors, ça ne vient pas déranger pour l'organisation, hein, comme disait Claire, sur les bénévoles. C'est-à-dire que le temps qu'on laisse les bénévoles sur le terrain, si on a prévu de les ramener un peu plus loin dans l'avant de la course, s'il reste 5 heures ou 1 heure de plus ou 24 heures de plus à un endroit, on va être coincé parce qu'on ne pourra pas avoir des contrôleurs ou des gens à un endroit précis. Donc, tout ça, c'est effectivement d'essayer d'anticiper tout ça. Et pas se baser sur les premiers, parce que les premiers, c'est les plus techniques, les plus forts, les plus organisés, qui ont le matériel le plus léger. Donc, ils ont tout pour eux. Et ma petite expérience me fait dire et c'est absolument incroyable, parce que j'ai encore jamais vu, enfin, à mon niveau, le contraire, c'est toujours les bonnes équipes, les équipes de tête qui ont les meilleures conditions atmosphériques. Donc, c'est toujours elles qui vont passer soit limite, soit avec un début de mauvais temps, tout ça. Et c'est toujours les équipes, à partir du milieu de la course, qui vont avoir le mauvais temps. Donc, c'est déjà des équipes qui vont moins vite, et c'est en plus elles qui vont avoir le plus mauvais temps. Donc, voilà, ça, il faut vraiment prendre ça en compte, parce que c'est vraiment. Et ces équipes, c'est celles qui sont qui éventuellement qui orientent le moins bien, qui sont un peu moins autonomes, tout ça. Donc, et comme elles prennent plus de temps, elles ont des sacs plus lourds. Enfin, voilà. Donc, ça fait des gaps qui sont absolument incroyables. À un moment, j'ai vu passer une demande là. Oui, on peut faire arrêter la course. C'est ce que je disais tout à l'heure. Je pense que à chaque organisateur de déterminer ce qu'il veut comme course. Voilà. C'est ça l'intérêt, c'est que on peut tout penser, tout prévoir, voilà, pourvu que ça corresponde à ce que les coureurs ont envie de faire. J'aurais tendance à dire, quand on trace, il faut se demander si on a envie de faire ce qu'on est en train de demander, ce qu'on va demander aux coureurs. Est-ce que c'est un parcours qui va me plaire? Est-ce que j'aurais envie d'être stoppé toutes les 5 heures pour que tout le monde revienne et qu'on puisse recommencer la course? Ou, enfin, voilà, toutes ces questions, il faut peut-être se les poser comme ça. Et puis, voilà, après, ça fait, du coup, ça permet d'organiser une course comme on la sent et comme on a envie. Après, je reprends un petit peu l'anticipation des choix d'orientation.
faut faire attention parce que souvent on est un peu dans notre monde, c'est-à-dire que des fois on se dit ils vont passer par là, par là, par là, parce que soit c'est nous qui traçons, donc ça c'est assez facile, hein, on s'imagine ou on essaye de faire des choix d'orientation et puis on se dit ils vont choisir soit là, donc ok. Déjà, tout reconnaître, c'est-à-dire que je pense que la reconnaissance, c'est plus que primordial. D'abord, c'est ce qui est intéressant quand on est organisateur. Et puis, quand on est sur le terrain, c'est là qu'on va se rendre compte que là, on pensait que ça allait être facile, ça ne va pas être facile du tout. Donc, et puis, on peut découvrir des trucs assez incroyables. Donc, je pense que chaque centimètre de course doit être reconnu. Alors, je vais être je ne sais pas comment tout le monde est organisé, mais nous, on est un noyau, c'est-à-dire que moi, je trace, mais après, certaines parties ne sont pas forcément reconnues par moi, mais tous les centimètres de course vont être reconnus par des gens qui sont proches de l'organisation, et puis on va échanger après pour que le jour où la course démarre, je pense que le directeur de course ou les directeurs de course doivent être capables d'avoir une vision exacte chaque centimètre du parcours, ne serait-ce que pour les secours et des choses comme ça. C'est-à-dire que s'il y a un problème à un endroit, il faut qu'on sache à quoi ça ressemble, comment on peut y accéder, voilà. Donc tout ça, c'est pour ça que c'est long à organiser une course longue. Plus la course va être longue, plus ça va être long, parce que ça, c'est chronophage, parce qu'on y passe beaucoup de temps. Après, il faut faire attention aussi, la reconnaissance, elle va permettre de savoir que nous, on pensait pouvoir passer par là, puis on est tombé, je dis n'importe quoi, mais sur une barre, et puis ça passe pas. Donc, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je mets une balise à un autre endroit pour éviter que les gens aillent sur cette barre-là, ou je mets une zone interdite? Parce que si je mets une zone interdite, ils ne vont pas essayer d'aller là-bas. Enfin, voilà. Donc, la reco, elle sert aussi à ça, en se disant, là, moi, j'aurais tendance à aller là-bas, et non, parce que là-bas, ça ne le fait pas et ça ne passe pas. Donc, ou alors à ce moment-là, on aménage le parcours pour que à cet endroit, ça puisse passer, en mettant une balise, tout ça. Donc, les balises, elles servent aussi à ça, hein. Je crois, sur un parcours qui commence à être un peu long, les balises, elles servent à aller amener les gens à des endroits précis, parce qu'à partir de cet endroit, on sait qu'ils vont pas aller se mettre dans des situations inextricables. Il faut bien voir qu'il faut se mettre à la place d'un coureur, hein, quand on est à un endroit et que, entre guillemets, ça peut être un peu tangent, le coureur, il va quand même souvent faire il va pas vraiment faire, je suis pas sûr qu'il fasse la part des choses tout le temps. Et par expérience, hein, moi le premier, on est capable d'aller se mettre dans des situations qui sont pas toujours très, 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 très cool et très clean. Donc, c'est à nous, en termes d'organisateurs, de pas les pousser à aller se mettre dans des situations comme ça. Et puis, par exemple, sur un briefing, de leur dire, si vous arrivez quand on est en montagne, par exemple, si vous arrivez à un endroit et que vous pensez que c'est éventuellement dangereux parce que si on descend là et qu'on se met une boîte, c'est compliqué et on risque de se faire mal et qu'il n'y a pas de corde, ce n'est pas le bon endroit, il faut faire un demi-tour. Voilà, donc bien expliciter ce qu'ils doivent trouver sur le parcours et quel est le niveau d'exigence et d'engagement au maximum qu'ils peuvent trouver. Voilà, ça c'est important. Et par exemple, je dis quelque chose qui me vient à l'esprit, mettre une corde dans un sac en disant on va les faire partir avec une corde à 1 mètre, parce que si jamais, je ne trouve pas que ça soit la bonne solution, parce que ça va les pousser à faire des choses qu'ils n'ont pas à faire. Voilà. Donc, s'il faut qu'il y ait une corde, on équipe cet endroit-là, on met une balise avant, ils trouvent la balise et en dessous, il y a une corde. Voilà. Et ça ne va rien noter à l'engagement, à tout ça de l'engagement et même de l'autonomie sur la course. Je crois c'est à l'organisateur d'assurer quand même la sécurité des coureurs. Et ça n'empêche pas de les emmener dans des endroits incroyables, hein. Je crois qu'on en est un peu la preuve. Voilà, mais bien caler et bien savoir ce qu'on peut leur demander. Après, les vitesses et les écarts, j'en ai un peu parlé, hein. C'est plus du simple. Sur un raid long, c'est plus du simple au double, hein. Si on ne met pas de cut,
Les derniers, ils vont mettre, les premiers vont mettre 4 jours et ceux qui vont moins vite, ils vont mettre, je sais pas moi, 8 jours, 9 jours, tout ça. Donc aujourd'hui, si ça a pu être fait dans des temps lointains, c'est plus possible aujourd'hui. La course, elle tient dans une semaine, à part peut-être un championnat du monde. Mais donc, ça veut dire qu'on est obligé de mettre des cuts pour ramener tout le monde. Et sur les cuts, Pascal, il y a oui. juste une question relativement à ça. Comment tu prévois tes barrières horaires sur le temps basé plutôt à niveau médian ou tu as une grille de course rapide et le temps du premier, le temps du dernier? J'ai rien à cacher. Ce que j'ai, pour timer la course, donc je reconnais déjà, voilà, on reconnaît tout. Et d'abord, je reconnais section par section parce que ça me permet d'aller assez vite. Je suis vieux maintenant, donc si j'enchaînais trop de sections ou trop long, j'irais plus assez vite par rapport à ce que peuvent aller les coureurs. Donc, je fais bout de section par bout de section. Ça me donne quand même des timings. Et je time des petits bouts de section par petits bouts de section. Donc, comme ça, éventuellement, on se trompe un peu moins. Et puis après, j'ai des vies de progression pour les premières équipes. Alors, souvent, je me trompe un petit peu au début parce qu'ils vont un tout petit peu plus vite que ce que je pense, mais ils vont un tout petit peu moins vite à la fin. Donc, souvent, on retombe à peu près sur nos pieds. Parce qu'avec l'engouement du départ, tout ça, ça va un peu plus vite et que je ne m'amuse pas à timer, même si je le fais un peu, mais pas progressivement, de moins en moins vite, par exemple. Voilà. Mais je pense qu'il faut penser que les coureurs, ils vont malgré tout aller vite pour une course un peu, on va dire, en orientation, des cartes pas forcément très précises, chargées. Les vitesses de progression, elles ne sont pas très élevées. Hein. Donc, moi, je time à, je sais pas, à peu près en distance à 4-5 à l'heure pour les premières équipes. Voilà. Et puis, souvent, je double pour les dernières. Voilà. Et puis, donc, je fais les deux, comment dire, je fais les deux timings et puis je fais mes cuts avec ça. Voilà. Puis après, j'adapte un peu en fonction. Et puis après, je reprends le temps que j'ai maximum pour faire courir tout le monde. Et puis, je remonte comme ça à partir de l'arrivée jusqu'à ce que j'aille. Je ramène tout le monde à la maison le jour J. Voilà. Après, pour les problèmes les secours, les problèmes, tout, on essaye d'anticiper. C'est-à-dire que, par exemple, pour moi, et sur Red in France, si on prend Red in France, l'activité la plus dangereuse, c'est le VTT. Voilà, parce que tous les gros pépins qu'on a eus, c'est en VTT. Voilà. Et pas forcément, ce qui est compliqué, c'est que ce n'est pas forcément dans les endroits les plus compliqués. Voilà. C'est souvent sur des manques de vigilance ou sur un relâchement de la vigilance. Mais c'est pareil en eau vive, c'est pareil partout. Ce n'est pas forcément les endroits où c'est dur et que c'est compliqué que les accidents arrivent. Donc, ça veut dire que les accidents ils peuvent arriver partout sur la course. Alors après, pour les secours, on essaye de regarder, je ne sais pas s'il y a deux versants, que ça soit accessible des deux côtés, dans un temps pas trop long. On est sur des problématiques compliquées sur les raids dès que ça commence à être un peu long. Et voilà, donc j'essaye par contre d'essayer d'avoir que tous les médecins aient un téléphone satellite et plusieurs opérateurs, qu'on ait des radios si jamais il y a du canyon pour pouvoir avoir les guides qui sont dans le canyon. Enfin voilà, de donner le maximum de systèmes de communication. On a un PC course qui est ouvert 24 heures sur 24 avec des balises GPS satellitaires qui permettent de suivre en permanence. Alors tout ça, ça a des coûts, hein, c'est pas forcément possible sur toutes les courses, mais voilà, donc on essaye de faire au maximum, de se donner les moyens le maximum. Juste une anecdote, par exemple en 2007, qui était notre premier raid, comme par hasard, on avait tous les moyens et à un moment, on voulait bloquer la course parce que le mauvais temps arrivait et tout ça. Pourtant, on avait prévu pas mal de choses. Et comme il y avait de l'orage, qu'il y avait vraiment du très mauvais temps, plus rien ne marchait, comme par hasard. C'est au moment où on en avait besoin
que tout marchait mal ou marchait pas. Et on a dû envoyer des gens à pied pour aller arrêter la course. Donc, c'est d'aller dans les cas les plus extrêmes. Tout qu'on fait, vaut mieux anticiper le maximum de choses. Même si on ne s'en sert pas, je pense que d'anticiper le maximum, c'est quand même ce qu'il y a de plus important. Et ça rejoint un peu le point d'en dessous des conditions. Par exemple, le timing, je ne time pas exactement pareil quand la nuit tombe. Voilà. Alors, là, je suis avec les premiers et que je regarde par rapport aux premiers quand est-ce qu'ils vont prendre la nuit et voilà, puisqu'on sait que la nuit, on va quand même beaucoup moins vite. Après, froid, dégradation météo, on revient au matériel. Et là, sur le matériel, on peut en débattre pendant très longtemps. Mais pour moi, je pense que c'est de laisser trop d'autonomie aux coureurs, ça peut être irresponsable. Tout simplement parce que, pour avoir été coureur, et ça j'en parle assez facilement, quand on est devant, on va chercher à avoir le sac le plus léger. Et des fois, on peut prendre des décisions qui ne sont pas forcément très judicieuses. Je prendrais en Patagonie, je ne sais plus, il y a quelques années, il y a 4 ou 5 teams, des top teams, qui ont été évacués parce qu'ils étaient partis, le matériel obligatoire était très light, et bien ceux qui étaient partis avec le moins de matériel, c'était les premiers, et c'est eux qui ont eu des problèmes. Donc, je pense qu'un minimum, on est les seuls à connaître réellement le parcours et quelles peuvent être les conditions quand le temps se dégrade. Donc, par rapport à ça, c'est à nous de réagir et de ne pas faire porter des choses pour faire porter pour que ça soit rigolo, pour qu'ils aient un sac lourd. Ce n'est pas du tout ça. C'est juste dire, si on vous met ça dans le sac, c'est parce que si jamais la météo est mauvaise, vous êtes à 2500 mètres ou 3000 mètres, qu'il y a 50 équipes qui vont être là-bas et que s'il faut attendre que le vent passe, ou éventuellement, s'il faut faire des secours, de toute manière, il va falloir un peu de temps. Donc, pour le temps que tout se mette en place ou que le temps passe, il faut que vous puissiez vous mettre à l'abri. Et vous mettre à l'abri, c'est une tente, un duvet, un Gore-Tex. Enfin bon, je ne vais pas faire voilà. Et ça, je pense que c'est du ressort de l'organisateur. C'est pas au coureur, parce que le coureur, il n'a pas assez d'informations sur ce qui peut se passer, et lui, il prendra toujours un minima. Et puis ceux qui sont un peu plus loin, de toute manière, ils se conforment à ce que donne l'organisateur. Donc, ils vont prendre, si on leur dit qu'il faut prendre ça, ils vont prendre ça et ils auront le minimum. Donc, je pense qu'il faut prévoir un minimum à chaque fois dans le sac ce qu'il y a besoin pour qu'ils soient en autonomie complète. Voilà. On est dans des courses où on leur demande d'être autonomes, donc il faut qu'ils aient dans tout ça. Et quand on demande un réchaud et 1 litre d'eau pour pouvoir faire ça, par expérience, quand on a vraiment très froid et qu'on est pris par le mauvais temps et qu'on est obligé de se mettre les uns contre les autres, parce que ça, est bien content de pouvoir bouillir 1 litre d'eau et de boire un peu chaud et d'attendre que ça passe. Donc, voilà, ce qu'il faut, c'est que, je me souviendrai, c'est Quechua, une année en 2017 encore, parce qu'on avait du mauvais temps, c'est Bill qui m'a dit, j'ai toujours râlé parce qu'il y avait la tente dans le sac, et maintenant, plus jamais je râlerai parce qu'ils avaient passé une sale nuit et que s'ils n'avaient pas eu la tente, ça aurait été plus que compliqué pour eux. Donc, il ne faut pas avoir peur on est dans des raids, les raids, c'est une aventure, c'est une expédition, c'est des choses comme ça. Donc, d'avoir un sac dans lequel il y a ce qu'il faut pour pouvoir être autonome, ça me semble tout à fait normal. Voilà. Est-ce qu'il y a une question sur le tracé aussi? Comment tu anticipes les sections un peu techniques pour pas qu'il y ait de bouchons? Est-ce que tu as sur le kayak ou sur les cordes? Alors là, on est plus sur du raid long, mais alors, je sais pas si... de toute manière, après j'anticipe. Après, ce qui est compliqué souvent pour un organisateur, c'est que c'est l'environnement qui décide. Donc, souvent, des fois, quand il peut y avoir un atelier technique au début, c'est qu'éventuellement, on ne pouvait pas le mettre ailleurs. Donc, c'est un problème. Dans la mesure du possible, j'essaye que ça ne soit pas au tout début,
pour que entre guillemets, le peloton ait eu le temps de s'étirer un petit peu. Pareil sur l'eau vive, pour pas que tout le monde soit en même temps. Si l'eau vive est assez tôt, on va essayer de faire un prologue, on va essayer de faire une première section qui va au moins étaler un petit peu tout le monde pour pas que ça fasse pas trop de monde et trop de bouchons à cet endroit-là. Et puis après, c'est par exemple sur les cordes maintenant, et puis ça c'est par expérience après avec les Red Series ou des choses comme ça où des fois il y avait des bouchons importants. Par exemple, sur les cordes, on essaye de mettre, quand c'est possible, par exemple, 4 lignes, parce que 4 lignes, ça fait 4 équipes, et chaque équipe a une ligne. Donc, de toute manière, voilà, s'il y en a un qui se coince ou s'il se passe quoi que ce soit, de toute manière, les autres lignes, elles peuvent continuer à être utilisées. Donc, s'il y a des cordes, privilégiez l'endroit où on puisse mettre plusieurs lignes. Alors même si ça fait plusieurs personnes, s'il faut que chaque personne, qu'il y ait une personne à chaque corde pour surveiller, mais il faut au moins qu'il y ait deux. L'idéal, c'est qu'il y ait au moins 2 lignes plus une ligne de secours, quoi. Voilà, donc ça fait 3 lignes. Voilà. Donc, merci Pascal. Et puis après, sur la logistique, ça revient un peu à tout ce qu'on a dit, hein. C'est-à-dire que la logistique, ça s'anticipe très longtemps à l'avance, hein. Voilà, parce que sur les raids longs, par exemple, la logistique, sur les raids, par exemple, sans assistant, c'est l'organisation qui gère tout le matériel. Et l'organisation de la course, même peut-être les sections, elles peuvent être fonction de cette logistique et de la possibilité de la logistique, parce que c'est pas open bar. La logistique qui arrive à un moment, on ne peut pas avoir 50 000 camions, on peut pas avoir 50 000 bénévoles qui gèrent tout ça. Donc, la logistique, elle fait vraiment partie de cette partie-là. Faire attention, par exemple, sur les kayaks, quand on passe, on passe en personne à un parc de bateaux presque, si, peut-être une course, mais donc faire attention à avoir des bateaux de rechange pour pouvoir, au cas s'il y a plusieurs sections ou s'il y a des sections assez longues, qu'on puisse amener des bateaux en plus ou des choses comme ça, quoi. Voilà, donc le maître mot, c'est vraiment l'anticipation, je pense. Voilà, l'anticipation, essayer de penser à tout ce qui peut, entre guillemets, c'est pas mal se passer, mais qui peut se passer. Voilà, qu'est-ce qui va pouvoir se passer s'il arrive ça, s'il arrive ça, s'il arrive ça. Et si on l'a anticipé ou si au moins on y a pensé, si jamais ça arrive sur le terrain, c'est quand même beaucoup plus simple à mettre en œuvre. Après, les portes horaires et les cuts, on en a parlé, hein. Je crois que sur un raid long, de toute manière, maintenant, on l'a dit, on peut pas laisser courir indéfiniment. Donc, nous, on essaye de privilégier les cuts, de les mettre à des endroits où, en termes d'organisation, pour nous, on puisse les gérer plus facilement, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de modification de transfert de matériel. Alors, je m'explique, c'est-à-dire que si les premiers arrivent et qu'ils partent en VTT et qu'ils arrivent à un point et qu'on récupère les vélos là, je vais essayer que ceux qui vont être pris par le cut, ils soient aussi en VTT et qu'ils reposent les vélos au même endroit pour ne pas être obligés de modifier justement toute cette partie de logistique et que ça soit compliqué. Voilà. Donc, j'essaye de mettre les portes horaires à cet endroit-là, ce qui simplifie tout. Qui simplifie un petit peu cette gestion-là, quoi. Et sur les portes horaires, sur les cuts, on met des temps quand même qui soient vraiment très importants, parce que ça a 2 avantages, c'est qu'ils sont plus en course à ce moment-là, donc ça leur permet de récupérer un peu, éventuellement de faire des courses, de se remettre un peu au niveau. Et puis, voilà, de se reposer et d'arriver au moment où ils vont être injectés dans la course, d'arriver plus reposés, et puis éventuellement d'avoir dormi un peu avant de repartir. Tout ça. Voilà. Conditions environnementales et prise de décision, c'est ce que je disais. L'anticipation, elle fait que on prévoit des itinéraires bis si jamais il y a du mauvais temps en montagne, et ça, on prévoit en montagne ou dans un canyon ou sur l'eau.
On prévoit voilà, tout ce qui est comment on va faire, comment on met la logistique en place. Alors, on essaye, c'est pareil, de ne pas être obligé de changer l'activité, c'est-à-dire ou rater une activité qui soit simple à mettre en place si jamais il y a pas de possibilité. Puis annulation, bah, ça nous est arrivé, hein, surtout en 2014 où on a pris un très gros épisode Cévenol. Bah, c'est pareil, c'est un peu de l'anticipation, c'est-à-dire que si on a le mauvais temps, bah, comment on fait pour rapatrier tout le monde ou comment on fait déjà pour bloquer tout le monde. Donc, c'est tous les systèmes d'information entre tous les points de contrôle. Alors, il y a des courses maintenant, surtout sur le circuit international, où il y a de moins en moins de points de contrôle, tout simplement parce que ça fait moins de bénévoles et que c'est plus simple. Nous, on garde des bénévoles, on garde des CP. Alors, pourquoi on garde des CP? Pour plusieurs choses, hein. On garde des CP parce que d'abord, on a des bénévoles, donc ça fait plaisir aux bénévoles d'être sur les CP, donc ça, c'est une bonne chose. Et ils viennent pour ça, donc c'est bien. Ça nous permet d'avoir des relais d'information simples, parce qu'on peut avoir de l'information sur le CP, et c'est dans les deux sens. C'est-à-dire que si on a besoin de bloquer la course et qu'on peut communiquer avec un CP, ben on sait qu'à chaque CP, on peut arrêter la course à un moment. Donc, les CP, on va les mettre, par exemple, sur l'entrée d'un canyon, sur des paroles, sur de la montagne ou sur des parts sur l'eau vive ou au milieu de l'eau vive. Enfin, voilà. Donc, les CP, ils nous servent à ça. Ils servent aussi pour nous, puisqu'on a décidé, nous, qu'on n'était pas une course complètement non-stop, qu'on avait des repos obligatoires. Donc, de mettre des points de CP à certains points, ça permet aussi aux équipes de ne pas être obligées de s'arrêter que sur les aires de transition, mais de pouvoir s'arrêter à des points particuliers sur l'ensemble de la course. Donc, ça nous semble intéressant. Voilà, donc, pour les annulations, tout en partie, ben, on le fait comme ça, en disant, ben, voilà, on a des points de relais. On a l'avantage d'avoir des balises GPS. Donc, maintenant, beaucoup de courses en ont. Donc, les balises GPS, ça permet aussi de savoir exactement où sont les coureurs, donc de savoir où il faut aller les chercher, où est-ce qu'on peut aller les bloquer. Donc, ça me semble, sur un raid même de 24 heures ouais, de tout ça, ça me semble assez indispensable dès qu'on veut envoyer les gens un peu avec un peu d'engagement et d'autonomie. Je pense que de savoir exactement où ils sont, sachant qu'on est dans un pays malheureusement, pour moi, pas très bien desservi au niveau GPRS. Donc, par exemple, on était en Espagne il y a quelques temps, il y a de la 4G partout là-bas. Donc, c'est bien plus facile parce qu'on peut prendre une balise GPRS qui coûte 50 €, qui ne coûte pas très cher, et on a une couverture très intéressante. Sur la France, on a quand même beaucoup d'éconsorts, et les raids, on essaye d'aller là-bas, un peu des sentiers battus. Ben, on a des zones blanches qui sont partout, et c'est compliqué actuellement, je trouve, de passer avec d'autres balises que des balises satellitaires qui nous donnent une bonne couverture. Voilà. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Je pense à peu près avoir fait le tour. Après, moi, je peux répondre. Voilà. Juste, j'apporte une précision. Merci Pascal, même si après il y a d'autres questions. C'est vrai que ton discours porte beaucoup sur les raids longs, et c'est normal parce que c'est ton expérience d'organisateur aussi de passer de coureur. Je pense que pour beaucoup de gens ce soir qui sont auditeurs, même si c'est un niveau expert, il y en a peu qui sont concernés par les raids longs ou très longs, mais plus sur des produits journée, week-end. Donc, pour l'intervention à venir de Sonia, déjà bien avoir ça en tête. Et pour tous ceux qui ont écouté ce soir-là, même bien sûr, si c'était pertinent et intéressant, il y a plein de choses qu'a dit Pascal qui sont transposables. Et vous dire, par exemple, que même l'histoire des jeunes sur lesquels on a passé beaucoup de temps, même pour les championnats ou les épreuves jeunes de 4 ou 5 heures, on a les mêmes problématiques. C'est-à-dire que sur certaines choses qu'a dit Pascal, de placer un shunt où il y aura des moyens logistiques faciles, soit transférer nous-mêmes les coureurs, soit qui transfèrent en section VTT pour rejoindre un autre point sans que ça perturbe, ça c'est transposable. Après, bien sûr qu'il y a des choses qui ne sont pas sur les téléphones satellites, sur les balises GPS, etc., qui sont quand même beaucoup plus spécifiques à des raids très longs avec une notion d'aventure. Donc voilà, c'était pour bien ramener un cadrage par rapport à ça. Et s'il y a des questions à venir,
bien penser à recentrer sur la problématique plus des raids à la journée ou au week-end que l'aspect raids longs qui sont quand même aujourd'hui minoritaires en termes de nombre de personnes potentiellement organisatrices et que ce n'était pas l'objet principal de la réunion de ce soir. Merci. Merci Pascal. Je propose à Sonia Popov Sonia, que tu te présentes et puis que tu enchaînes sur tout ce qui est secours et médicalisation. Voilà. Sachant que nous, sur les RTS au niveau du RAID, voilà, on est aussi assez light, c'est-à-dire on impose soit un médecin ou un poste de secours. Et comme je vous l'ai dit, c'est des RTS pour toutes les épreuves, donc c'est à minima en fonction de la typologie de votre aide, donc de la longueur, mais aussi de l'engagement ou du terrain sur lequel vous allez. Sonia, je te laisse te présenter. Bonsoir à tous et à toutes. Moi, je suis médecin urgentiste, en fait, toujours en activité. Je travaille aux hôpitaux du Mont-Blanc, j'habite à Chamonix. Je fais du secours en montagne depuis très, très longtemps et des raids et de l'événementiel depuis une trentaine d'années. Beaucoup de raids longs où j'ai beaucoup côtoyé Pascal, notamment, mais aussi pas mal de trails maintenant et pas mal depuis le Covid. J'ai fait beaucoup d'événements en France, donc des formats beaucoup plus courts et où il ne faut pas être rassuré parce qu'on est sur le territoire national ou dans des endroits civilisés. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc, en théorie, quand on faisait des raids longs, on était dans des pays à l'étranger, on en a fait beaucoup un peu partout sur la planète, avec un niveau sanitaire, une couverture sanitaire locale qui était pas très achalandée. Donc, il tombait sous le sens qu'il fallait amener des équipes médicales conséquentes et on partait des fois une dizaine de médecins urgentistes, plus un médecin OPC. Et des fois, même sur les grands formats, le médecin responsable de la course allait faire les recos, ce qui est plus le cas maintenant, mais qui permettait de connaître les difficultés du terrain et qu'aller rencontrer les médecins. Sur les épreuves plus courtes, ce n'est pas le cas. Et puis, bon, vous l'avez bien compris, la population médicale se réduit comme une peau de chagrin et ça devient difficile même de trouver des médecins, même pour des beaux événements, qui soient disponibles pour venir médicaliser ces courses. La première chose sur laquelle j'insiste, c'est le lien qu'il doit y avoir entre le directeur de course et éventuellement le médecin responsable de cette course, qui peut éventuellement soit complètement déléguer la responsabilité au directeur de course quant au positionnement des médecins, s'il en faut plusieurs, si l'événement est long en distance ou si les accès sont difficiles. En fait, le nombre de médecins, il va être décidé en fonction de l'accessibilité des lieux. C'est-à-dire que vous pouvez éventuellement avoir que deux médecins ou 3 médecins si vous pouvez les déplacer facilement. Par contre, si vous ne pouvez pas les déplacer facilement, qu'il y a un peu de marche, voire beaucoup de marche pour accéder au parcours, là, il faudra en prévoir plus. Je choisis, moi, essentiellement des médecins urgentistes parce que c'est des médecins urgentistes, c'est des médecins qui ont l'habitude de prendre en charge des pathologies en extérieur, en milieu non sécurisé. Je choisis le plus souvent possible, c'est pour ça que quand je me suis présentée comme médecin de secours en montagne, des médecins qui ont ce profil-là, parce qu'ils ont l'habitude de travailler tout seuls et pas avec un infirmier, une infirmière, un aide-soignant. Donc, quand on a à prendre en charge, et heureusement, ce n'est pas très fréquent non plus, quelque chose de grave, c'est des médecins qui vont être capables de le faire. Et l'autre profil des médecins en événementiel, il faut qu'ils soient sportifs parce qu'il faut qu'ils puissent se déplacer, il faut qu'ils puissent marcher, éventuellement pédaler, pagayer. Ça va dépendre du type d'épreuve. Donc, je vais choisir des médecins qui auront ce profil-là. Ensuite, dans le matériel que je recommande, en tout cas que moi je prends, tous les médecins ont un sac à dos en fait, qui est avec à l'intérieur de quoi intervenir sur quelque chose d'assez important, un traumatisme crânien grave avec un coma qu'il faudrait
intubés, ils peuvent le faire. Ils ont les médicaments pour ça dans le sac. Ils peuvent réduire une fracture s'il faut déplacer le blessé. Ils peuvent quasiment tout faire avec un sac à dos sur le terrain. Donc ça, c'est hyper important quand vous faites appel à une organisation de connaître la qualification des médecins qui vont... Parce que si vous choisissez des médecins, j'ai vu beaucoup de courses en fait où c'était les copains qui venaient aider, les copains qui étaient médecins. Je ne veux pas dénigrer mes confrères de toute profession, toute spécialité est honorable, mais ce n'est pas parce que vous êtes médecin que vous savez prendre en charge une urgence. Et effectivement, ce n'est pas spécifié forcément, je pense, dans les règlements, le profil des médecins que vous devez engager, au même titre que le nombre que vous devez prendre. Mais il paraît bien évident que si vous avez un parcours assez long et si vous avez, c'est la loi de l'emmerdement maximum, 2 incidents en même temps, si vous en prenez qu'un, vous risquez d'avoir des problèmes. Donc, c'est un peu le nerf de la guerre, c'est-à-dire qu'on espère qu'il ne va rien se passer. La plupart du temps, quand il ne s'est rien passé, on est content, et sauf qu'on a fait venir des gens, on a éventuellement payé des gens à ne rien faire, mais ça, je crois que j'ai fait à peu près 200 raids. Sur 200 raids, je vous assure que les fois où on est intervenu, les gens étaient contents finalement qu'on soit là. Par rapport au parcours, donc là, Pascal a quand même bien expliqué, le positionnement des médecins, il est très, très important parce que vous n'allez pas en avoir des multitudes et vous avez quand même, sur une éventuelle détresse vitale, peu de temps pour acheminer vos secours. Donc, vous allez me dire, si je fais une course en France, je peux éventuellement, si c'est trop long, appeler le 15, le 112 et faire intervenir les unités d'État pour intervenir. Sauf que ces unités, souvent, elles sont déjà occupées sur d'autres secours. Donc, vous devez de pouvoir prendre en charge une détresse vitale sur le terrain le temps que, éventuellement, les secours d'État arrivent. Donc, ça, c'est indispensable. Donc, par contre, vous devez, si vous faites votre course en France, donc vous avez un plan de secours avec un nombre de médecins dédiés. Chaque médecin, normalement, doit remplir une attestation de présence sur votre événement. Il y a beaucoup de préfectures qui le demandent. Donc, chaque médecin atteste qu'il sera présent sur votre course. Et comme ça va valider votre plan de secours, votre tracé, la répartition éventuellement de votre médecin sur le terrain. C'est très préfecture dépendante. Il y a des préfectures qui sont regardantes et d'autres beaucoup moins. Mais c'est très important de le faire. Et donc, cette équipe, il faut qu'elle soit constituée en amont. Donc, il faut prévenir, il faut trouver votre équipe médicale ou en tout cas le médecin qui va vous la rechercher bien en amont de votre course, parce que c'est les médecins qui sont occupés, qui ont des plannings de garde. Il faut qu'ils prévoient un créneau libre pour la période où vous allez organiser votre course. Là, moi, je travaille sur un raid au Sri Lanka au mois de mars. Ça fait déjà 2 mois que j'essaie de recruter 12 urgentistes. Il m'en manque encore un. Donc, vous voyez, ça prend vraiment du temps. Il faut vraiment, je vais reprendre le mot de Pascal tout à l'heure, il faut vraiment anticiper par rapport au médical. Et c'est là qu'après, une fois que vous avez fait ce choix-là d'un médecin responsable qui va choisir l'équipe, qui va choisir votre matériel, soit ce médecin, il va déléguer toute la responsabilité de la répartition des médecins au directeur de course. Quand on connaît bien les directeurs de course, moi, ça ne me pose aucun problème. Je travaillais comme ça pendant beaucoup d'années. Et sur les petits événements en France, quand je connais moins bien les organisateurs, je demande quand même un droit de regard parce qu'en cas de pépin, si vous voulez, il y a quand même une responsabilité en chaîne pour les médecins. On va nous demander pourquoi on a mis tant de temps à arriver. On va avoir des comptes à rendre, même si on n'est pas à l'origine du plan de secours. Dans la mesure où on signe notre présence sur la course, ça veut dire qu'on valide la façon dont elle a été organisée par le directeur de course et l'organisateur. Donc,
il faut que… Moi, ce que je regarde, c'est par rapport au positionnement des médecins, c'est les temps aussi éventuellement d'évacuation en situation dégradée. C'est-à-dire que quand il fait mauvais, quand il pleut, les moyens aériens, ça ne marche pas. Même si on se dit qu'on peut toujours appeler un hélico, on ne pourra pas. Et donc, je demande toujours les temps de marche et de portage éventuellement, les accès pistes pour faire des coupes, pour rejoindre éventuellement des parties du tracé de la course et surtout aussi pour récupérer éventuellement le médecin pour aller le repositionner après en aval de la course. C'est pour ça que moi, j'insiste aussi vraiment sur les barrières horaires et ça m'est arrivé d'en faire mettre parce que, en fait, j'avais des médecins qui étaient bloqués en arrière par les équipes qui n'avançaient pas et je ne pouvais pas aller les repositionner sur l'avant de la course. Et donc, ces barrières horaires, elles servent aussi à ça, à pouvoir utiliser un nombre fixe de médecins pour pouvoir couvrir une longue distance parce qu'on ne peut pas en prendre non plus 50. Et donc, on va les faire déplacer en tiroir. Et quand une partie, la grosse partie de la course est passée au niveau du point où se trouve un des médecins, on va lui demander de se déplacer et d'aller se repositionner à un autre point. Donc ça, c'est important. Les modes de communication, ça, il en a parlé, Pascal. Mais moi, je demande toujours si je suis au PC ou des fois, je fais le PC depuis la course parce que j'aime bien être sur le terrain aussi. Je leur demande toujours, quand ils arrivent en poste, de se signaler au PC. C'est-à-dire qu'on sait où se trouve le médecin et surtout, on sait qu'il a du réseau, soit du réseau radio, soit du réseau téléphone simple, soit qu'il est accessible ni en radio, ni avec un téléphone cellulaire et que du coup, sur certains endroits, c'est quand même rare ici, il faut prévoir un téléphone satellite. Et pour les médecins, souvent, je les positionne sur les points hauts, parce que quand on est sur un point haut, on est plus rapide pour descendre avec un sac à dos quand même qui fait dans les 15 à 20 kilos. On va aller plus vite en descente qu'en montée. Donc, on se met plus volontiers sur les points hauts et éventuellement, ils pourront descendre soit dans le sens de la course, soit en sens inverse. Ça, c'est hyper important. Les médecins aussi, vous pouvez les positionner sur les zones de transition. Sur les zones de transition, c'est pas mal parce que pendant la course, les coureurs, s'ils se sont blessés, ils sont tombés, ils ont une plaie, ils ont un truc, ils vont être dans leur course et dans les zones de transition, si vous avez un médecin à proximité, des fois, ils profitent de cette opportunité pour venir voir le médecin et demander éventuellement un conseil. Puis c'est l'endroit où nous, on peut se faire une idée de l'état physique des concurrents. Donc, inutile de vous dire que des fois, ça fait un peu peur et que le fait d'en avoir fait beaucoup, je crois que j'en ai fait 200 à peu près, raid, ça me permet de, comment dire, de ne pas mettre les gens hors course trop facilement parce que l'expérience m'a permis de voir que même quand ils sont au bout du rouleau, certains récupèrent quand même très très vite et finalement ils arrivent quand même à finir la course. Donc le médecin qui serait éventuellement amené à prendre la décision de mettre un concurrent hors piste, c'est toujours le médecin qui a le plus d'expérience. Et si, moi c'est ce que j'explique aux médecins qui sont sur le parcours, ils voient que quelqu'un ne va pas bien, il faut le signaler pour qu'il soit checké au contrôle suivant, le laisser éventuellement continuer. Et surtout, s'ils veulent le mettre hors course, il faut vraiment que ce soit décidé avec le médecin qui a plus d'expérience. Et ça, c'est des fois compliqué parce que plus la course est longue, plus ça avance, plus en fait, il débranche un peu le cerveau quand même. Je m'excuse pour tous les sportifs qui sont là ce soir, mais ils perdent un peu en lucidité donc une coureuse très connue, Karine Bayet, qui m'avait bien insultée sur un raid où j'avais arrêté son équipe, qui voulait continuer sur un raft avec un des équipiers qui était inconscient sur le raft. Donc, ils n'ont pas déclenché leur balise. C'est les équipes à côté qui ont déclenché leur balise pour qu'on vienne. Et donc, bien évidemment, je les ai arrêtés. Et quand Karine est devenue une amie, même si ce jour-là, elle m'a insultée, parce qu'elle m'a dit en fait qu'on était, nous, le garant de leur lucidité qu'ils n'ont pas dans ces moments-là. Voilà. Donc ça, il faut aussi savoir un petit peu s'imposer parce que des fois, ce n'est pas évident. C'est des gens qui sont entraînés toute une année pour ces épreuves.
pour eux, c'est important. Ils ont cherché du sponsoring, ils ont eu du mal à récupérer certains de l'argent pour participer. Et nous, on arrive, on dit oh non, non, tu es trop fatigué, tu t'arrêtes. Donc, il faut faire très attention à ça. Et du coup, il faut bien choisir aussi le médecin qui va prendre ces décisions. Et des fois, on les prend à plusieurs. Voilà. Donc, après, dans les repos obligatoires, moi, ce que j'avais mis en place sur les raids longs, c'était les 4 heures de sommeil toutes les 24 heures. Ça n'avait pas été forcément accueilli comme je l'avais espéré par les coureurs, parce que d'un point de vue stratégique, ça avait modifié leur stratégie de course parce qu'ils ne savaient plus qui était devant, parce qu'en fait, ils ne savaient pas combien de sommeil les autres avaient pris et ils avaient des temps de repos obligatoires, mais ils étaient tellement zombies parce qu'ils couraient jour et nuit, même sur les courses de 36 heures, sur les Salomon Series, qu'on s'était rendu compte finalement, s'il y avait un accident grave, on serait tenu pour responsable d'avoir assisté à ça sans réagir. Et c'est pour ça qu'on avait mis ces temps de sommeil obligatoires sur les événements courts. Bien sûr, ça n'a pas lieu d'être. Après, il y a beaucoup de choses qui ont déjà été dites par rapport au matériel obligatoire pour se prémunir du froid, les points chauds en cas de blocage de course. Toutes ces choses-là, c'est déjà fait en amont par le directeur de course. Le fait qu'on ne navigue pas la nuit sur les rivières aussi, c'est quand même une règle de sécurité élémentaire. Voilà. Après, c'est le directeur de course aussi qui connaît éventuellement les points dangereux, mais on peut toujours en discuter avec lui et dire que tiens, on mettrait bien quelqu'un là parce que finalement, sur les premières équipes, il y a eu 3 incidents à cet endroit-là, alors qu'il n'y avait pas forcément quelqu'un de prévu là. Donc, il se passe quelque chose à cet endroit-là qui n'était pas prévu. Donc, on peut finalement changer aussi son plan de secours. C'est évolutif en fonction des conditions météo et puis en fonction des profils, effectivement, des coureurs qu'on ne connaît pas forcément tous. Il y a toujours, effectivement, ceux qui sont bons devant. Et puis derrière, il y a ceux qui sont toujours là. Ce n'est pas forcément toujours les mêmes, mais qui des fois nous surprennent dans leur ténacité, mais qui sont très loin et dont il va falloir s'occuper aussi. Voilà, écoutez, je crois que par rapport à tout ce qui a été dit, moi, je ne vais pas en dire plus. Donc, ça a un coût maintenant, le médical, parce que il faut rémunérer les médecins. Moi, j'ai commencé, je le faisais bénévolement, mais je suis une passionnée. Donc là, maintenant, ça a un coût pour rémunérer les médecins, pour la mise à disposition du matériel, toutes ces choses-là. Mais franchement, ça vaut vraiment la peine. Donc, il ne faut pas s'en tenir à ce qu'on vous demande, c'est-à-dire un médecin ou une association. Attention aux associations de secourisme qui sont quelque chose d'obligatoire dans les événements qui regroupent beaucoup de public, où il y a beaucoup de bénévoles bienveillants, des gens très dévoués, mais dont ce n'est pas le cœur de métier, forcément. Et du coup, face à des choses plutôt graves, c'est des gens qui ne sauront pas réagir. Il faut vraiment qu'ils soient managés par des gens qui aient plus d'expérience de tout ça. Voilà. Merci beaucoup, Sonia. Je vais enchaîner sur deux, trois éléments complémentaires à ce qu'a dit Sonia. D'abord, c'était extrêmement enrichissant et je te remercie, Sonia. C'est vrai que Sonia a une grande expérience, vous l'avez compris, et beaucoup de compétences également. Simplement, comme je l'ai dit aussi tout à l'heure pour Pascal, c'est vrai que tout le monde n'arrive pas aujourd'hui à recruter des médecins et je pense que c'est une problématique de beaucoup d'auditeurs ce soir autour de cette visio, donc je vais donner quelques éléments. Premier point, c'est vrai que je me suis présenté en tant que président de la Commission nationale des raids, mais voilà, moi, j'organise depuis une trentaine d'années beaucoup d'événements sport nature et j'ai été aussi longtemps coureur, je le suis encore un peu. Donc, je vais aussi parler à ce titre-là. D'abord, vous dire que dans la RTS, puisque c'était une des questions, mais ça recoupe aussi ce qu'a dit Sonia à l'instant, tel qu'elle a conclu, c'est que nous, dans l'obligation légale, c'est soit un poste de secours, soit un médecin. Bien évidemment que nous, Fédé, on préconise des médecins, mais on ne pouvait pas imposer un médecin à tout le monde. Si on avait pu le faire, on l'aurait fait. Et on est 100% d'accord et on a eu plusieurs réunions avec le ministère de l'Intérieur et le ministère des Sports pour dire que les postes de secours aujourd'hui ne servaient strictement à rien en raid. Mais aujourd'hui, néanmoins, ils font partie des RTS. Vous allez me dire, c'est ridicule. Mais si on pouvait imposer un médecin partout, on le ferait. Mais déjà qu'il y a
on perd un peu des raids et qu'il n'y en a pas énormément, si on impose demain un médecin partout, je pense qu'il y aura encore moins de raids et que les profils ne sont pas les mêmes partout en France. Il y a des raids très courts à la journée, etc. Mais ce qui est sûr, c'est que notre avis à nous, Fédé, c'est un peu ce qu'a dit Sonia, peut-être avec des mots moins crus que je vais le dire, c'est que les postes de secours, organismes de protection civile agréés, ça ne sert absolument à rien si ce n'est à faire plaisir aux préfectures et valider votre dossier. Donc, s'il y a un effort financier à faire, c'est effectivement de convaincre un médecin ou plusieurs médecins, si possible, comme l'a dit Sonia, avec des profils d'urgentistes, mais là encore, on restreint le champ et les possibles pour tous les organisateurs, que ce soit de trail ou de raid en France. Mais c'est bien évidemment ce qu'on préconise. Donc, par rapport à ça, il y a un point qui me semble important. Je vais laisser, s'il te plaît, Claire, remettre le diaporama. C'est pas que c'est dissonant avec ce qu'a dit Sonia, mais je vais quand même repréciser un peu les choses sur le niveau de responsabilité de chacun. Aujourd'hui, en France, la grande majorité d'entre vous, vous assumez la direction de course et donc souvent la direction médicale en recrutant un médecin qui ne connaît pas forcément le tracé, qui n'a pas le même niveau d'exigence que Sonia a pu l'exiger en disant nous, on peut engager notre responsabilité, donc on demande à connaître un minimal parcours. Dans la grande majorité des cas, ce n'est pas comme ça que ça se passe. C'est-à-dire que même si ça devrait, je suis bien d'accord avec Sonia, mais dans la grande majorité des cas, le médecin il débarque, il ne connaît pas du tout votre parcours. Et aujourd'hui, vis-à-vis des autorités préfectorales, sanitaires ou le ministère de l'Intérieur, sur le cas le plus classique de vous tous, c'est le directeur de course qui prend la responsabilité du parcours, qui missionne un personnel médical, soit DPS, soit un médecin, et qui quasiment en assume l'intégralité. Je suis d'accord avec Sonia que ça ne veut pas dire qu'un jour un médecin, dans ce cadre de figure, ne sera pas tenu pour responsable parce qu'il n'aurait rien cherché à savoir du parcours. Mais en tout cas, la jurisprudence, pour le moment, elle est plutôt constante. C'est les organisateurs qui n'ont pas délégué le dispositif médical qui en assument la responsabilité en premier lieu, même s'il peut y avoir une co-responsabilité. J'insiste, comme l'a dit Sonia, ça peut arriver, mais c'est extrêmement rare. Alors, pour vous prémunir de ça, il y a deux possibilités, 2 ou 3 possibilités. La première, et c'est peu pratiqué par les organisateurs de raid, mais encore une fois, c'est un choix financier, ça coûte un peu plus cher, mais je crois qu'on est aussi là ce soir pour vous dire que s'il y a un poste important, c'est bien la médicalisation. Or, aujourd'hui, il y a des organismes dont c'est le métier de faire ça et de vous décharger de la responsabilité intégrale quasiment, puisque certaines sociétés, je les ai listées dans le PowerPoint, j'ai cité Dokever, et Pascal travaille avec MS. Récemment, il y a Logicos qui est arrivé. Alors, ce n'est pas leur spécialité, mais ils ont des niveaux premium qui permettraient de le faire, ou en tout cas de déléguer. Donc, quand vous avez affaire à une société de type Dokever ou les autres, eux sont prêts à aller jusqu'au bout de la procédure, c'est-à-dire que c'est eux qui prennent la responsabilité médicale complète. Et du coup, ils connaissent le parcours, ils dimensionnent le dispositif parce qu'ils ont une grosse expérience et que c'est leur spécialité. Et là, ça vous décharge complètement. Donc, c'est sûr que c'est beaucoup plus cher. Alors déjà, vous allez me dire souvent à 500 € ou parfois plus la journée pour un médecin, vous n'y arrivez pas. Mais là, on parle des organisateurs qui seraient terrorisés, entre guillemets, de pouvoir assumer la responsabilité médicale alors qu'ils n'en ont a priori ni la compétence, ni le temps, ni l'envie. Et s'ils ont des moyens, et en tout cas à consacrer des moyens financiers, c'est la solution idéale. C'est-à-dire que c'est des professionnels, c'est des médecins urgentistes, ils ont des infirmiers, etc., qui les accompagnent, ils ont des véhicules aussi adaptés à ce type d'intervention. Donc ça, nous, on ne saurait que vous préconiser d'aller là-dessus. Ensuite, vous avez des niveaux intermédiaires. Je parlais de Logicos tout à l'heure. Logicos, ils peuvent très bien vous appuyer et même, c'est à discuter avec chaque structure, parce que les structures peuvent, sans prendre la responsabilité complète, être pratiquement plus dans le cas que Sonia a évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire des gens qui ont de l'expérience, qui vont vous aider à déterminer un peu le dispositif, les placements des postes de secours. On parle beaucoup de médecins, mais j'ai en tête une intervention un jour des responsables de Dokever qui disent qu'en fait, toute la chaîne de sécurité est importante, c'est-à-dire des gens qui ont une formation même de premier niveau, de PSC1, ou quelqu'un qui est pisteur secouriste l'hiver, qui va venir sur votre organisation. Toutes ces personnes-là ont un rôle potentiellement, et ça, l'ensemble du dispositif doit être recensé pour permettre ces interventions-là. Puisque derrière, ces rôles-là, même s'ils ne vont pas intervenir sur un geste d'urgentiste et de sauver ou d'intervenir sur une victime sur quelque chose de très grave, ils vont pouvoir faire des gestes adaptés, ils vont pouvoir déclencher un secours correctement. Dans les questions que j'ai pu voir aussi, il y avait quel est le nombre minimal de secouristes. C'est impossible de répondre comme ça ce soir. Ce qui est sûr, c'est que vous allez avoir un avis
de la fédération par rapport à RTS. Celui-là, il est très simple, c'est basique de chez basique. Encore une fois, on aimerait faire mieux, mais en fait, on a les grillés de beaucoup d'ordinateurs, donc on ne l'a pas fait. C'est soit un poste de secours avec des personnels 2, 3 ou 4 secouristes, soit un médecin. Donc, ce n'est pas ça qui va changer de donne. Après, les préfectures, en général, vont beaucoup plus loin parce que quand ils vont demander l'avis, alors ça dépend des départements, soit au SDIS, soit au SAMU, soit à d'autres organismes qui coordonnent le dispositif de secours. Eux, ils vont quand même étudier d'un peu plus près votre dispositif prévisionnel de secours et ils vont vous dire non, on estime qu'il est sous-dimensionné. Et là-dessus, ils ont tout à fait le droit et le pouvoir réglementaire de vous dire vous l'avez sous-dimensionné, on vous autorisera le parcours que si vous corrigez le tir et que vous affectez telle ou telle personne. Donc, vous pouvez déjà avoir un premier retour des autorités préfectorales et sanitaires qui vont vous dire votre plan est sous-dimensionné, vous devez passer à tel moyen. Donc, c'est un premier élément de réponse. Après, sur des raids très simples où il n'y a pas beaucoup de risques, où on est en pleine sur les activités enfants, peut-être qu'un simple organisme de protection civile avec 2 ou 3 secouristes et quelqu'un de chez vous ou plusieurs bénévoles de chez vous qui ont un PC1, ça peut suffire. Donc, bien évidemment que ça dépend du niveau d'engagement, de la durée, des publics concernés, de la période estivale. Donc, ça, j'enfonce des portes ouvertes, mais c'est pour vous dire aussi toute la difficulté qu'on a, nous, fédération, à écrire des RTS sur le volet secours, parce que tous ces cas de figure, vous en doutez bien, ils varient considérablement. Donc ça, c'était un premier point sur lequel je voulais attirer votre attention. Ensuite, Sonia l'a pas mal dit, mais il y a souvent une grosse erreur qui est commise par beaucoup d'ordinateurs, c'est de prendre un médecin généraliste. Alors, vous allez me dire, c'est mieux que rien, mais le problème, c'est et je parle d'expérience aussi, moi j'ai vu une année un médecin généraliste qui est arrivé jusqu'avec un stéthoscope et ses chaussures de ville. Donc c'était une catastrophe, il n'a servi absolument rien sur l'épreuve. Donc sans aller jusqu'à ce cas extrême, au moins avoir, comme l'a dit Sonia, du matériel, parce que le problème de beaucoup de médecins généralistes que vous allez trouver qui sont en libéral ou qui soient dans le secteur public, ils vont venir pour vous faire plaisir ou parce qu'ils sont passionnés, ils sont sportifs, etc. Mais ils n'ont peut-être pas forcément l'idée de tout ce que ça représente et du matériel qui serait obligatoire. Donc, je ne sais pas, soit Sonia, c'est à l'occasion de dresser peut-être une liste du matériel type qu'on pourrait conseiller à des médecins. Sinon, moi, à titre professionnel, j'en ai. Il y a des gens, il y a une association, notamment en Savoie, avec qui on travaille beaucoup depuis longtemps, qui loue ce type de matériel. Alors, tout le monde ne pourra pas aller chercher le matériel à Chamonix ou à Chambéry, mais en tout cas, ça peut vous donner le type de matériel. Et aujourd'hui, il y a des organismes professionnels un peu partout en France qui peuvent louer, où vous pouvez acheter une partie du matériel ou louer une partie du matériel qui servent à composer ces sacs et que le médecin, même si ce n'est pas un urgentiste, encore une fois, ce qu'on conseille, mais on comprend que vous ne soyez pas tout le temps, il va pouvoir au moins s'appuyer sur une liste référente de matériel. Je ne sais pas, Sonia, si tu veux intervenir sur ce point. Oui, de toute façon, moi, le matériel, je le loue aussi. Hein. En fait, c'est AMS, moi, qui me prépare tous mes lots. Donc, il y a le matériel terrain qui est conditionné en sac à dos pour pouvoir se déplacer facilement auprès de la victime s'il y a besoin. Et dans ce sac à dos, il y a de quoi mettre poser des perfusions s'il faut faire du remplissage et surtout s'il faut faire de l'antalgie par voie intraveineuse. Il y a donc de quoi. Il y a des petits défibrillateurs qui ont la taille qui font à peu près 15 cm sur 15. Donc, dans les sacs médecins, ça permet d'avoir le défibrillateur sous la main qui ne sont vraiment pas lourds, mais qui ont un coût assez élevé. Il y a de quoi faire des attelles de fortune. Il y a de quoi donc ventiler, faire une anesthésie générale s'il faut conditionner un fémur, qu'il faut le sortir, je sais pas, d'un trou, etc., où on ne peut pas le laisser parce que les autres secours ne vont pas arriver tout de suite. Il y a un kit ventilation pour intuber, ventiler. Il y a un kit perfusion pour poser une perfusion, faire du remplissage si ça saigne notamment. Et un kit avec des injectables, donc tous les médicaments à visée essentiellement antalgiques, anesthésiques et aussi à visée cardio, parce qu'on a de temps en temps des troubles de rythme. Il y a de l'adrénaline et il y a des choses comme ça. Moi, j'ai eu quand même quelques arrêts aussi. Et un kit, une espèce de pochette pansement avec un garrot pour faire tout ce qui est bobologie, qui est finalement ce qui va servir le plus souvent. Voilà, avec quelques médicaments péros
à avoir, à distribuer comme ça quand les concurrents ont mal à un genou, qu'ils ont besoin d'un antalgique. Voilà. On ne va pas faire des piqûres à tout le monde non plus. On fait aussi beaucoup de bobologie. Ça, c'est pour le médecin terrain. Et puis après, si à l'arrivée, vous pouvez, parce que vos secouristes, vos associations de secouristes, eux, ils n'ont pas le droit de donner de médicaments, ils ne peuvent pas poser de perfusion, ils ne peuvent pas faire grand-chose, les pauvres, à part désinfecter des plaies et faire des pansements. Mais si vous avez un médecin, du coup, vous pouvez prévoir à l'arrivée un lot avec de quoi perfuser ceux qui tombent comme des mouches. Moi, j'ai fait ça sur un Alpman. Donc, c'est un Ironman, c'est l'Ironman des Alpes qui a lieu à Annecy. On en avait 20 perfusés à l'arrivée, donc on était content d'avoir un peu de stock. Et même un médecin, hein, si on a 20 perfusés avec 2 secouristes, là je travaille avec une société qui s'appelle Montagne Medic et je travaille essentiellement là, les secouristes qui travaillent avec moi sont tous des pisteurs secouristes, pour reprendre ce que tu disais, donc qui ont l'habitude, eux, de prendre en charge. Et donc un médecin avec des secouristes qui ont la compétence, qui ont l'habitude de faire ça, ça peut éventuellement suffire en fait. Donc, vous pouvez, de toute façon, il faut vous faire des devis, mais il faut être bien conseillé, il faut être sûr vraiment du contenu, du matériel, de ce qui est envoyé et de la qualification des gens qui vont venir sur le terrain. Il ne faut pas vous faire avoir avec ça. Il y a des attelles aussi, des lots d'attelles qu'on amène. Voilà, en gros, ça peut tenir. Là, moi, j'ai fait un lot tout à l'heure là, pour un trek, une course d'orientation au Maroc où il y a 250 concurrentes. Je pars avec, donc c'est des courses à la journée, hein, avec 50 kilos de bagages. Donc, ce n'est pas énorme, hein, finalement. C'est pas, voilà, et à peu près avec ce que je viens de vous dire, par exemple. Voilà. Et là, c'est que de la course à pied. Il n'y a pas le côté sur les courses de VTT, c'est un peu plus achalandé. On prend des quaides pour faire du relevage, pour respecter l'axe quand on doit les extraire parce que c'est très traumatogène. Donc, on a vraiment des choses beaucoup plus importantes. Là, il faut vraiment de quoi mettre de la voie veineuse pour pouvoir faire de l'antalgie parce qu'il se luxe les épaules, il se pète les clavicules, etc. Donc, en fait, on ne peut pas vraiment définir de matériel type. Normalement, il est à décider en fonction de la course que vous mettez en place. Et ça va monter en puissance ou pas. Et des fois, avec pas grand-chose, on peut quand même assurer la sécurité. Surtout les courses de vélo, par exemple, les cyclos. Moi, je me déplace en moto avec un sac et je suis les vélos et je suis tout de suite là. Et j'ai juste une ambulance sur la course qui suit avec un peu de réserve. Et il y a un autre médecin qui est en fin de course. Et avec ça, on y arrive à 2 largement, hein. Donc, c'est vraiment du sur-mesure, en fait, qu'il faut faire. C'est pour ça qu'on ne peut pas l'écrire, effectivement, mais ça permet aussi à l'événementiel d'exister parce que si on devient trop restrictif, ça va devenir très compliqué, très onéreux. Et pour le moment, ils ne se sont pas trop appesantis sur la question, c'est vrai. Merci Sonia. Je pense quand même que nous, on essaiera de faire une liste à minima, mais avec toutes les précautions que tu viens d'évoquer, de dire que chaque course doit s'adapter, si c'est des courses en chaleur. Voilà, enfin, il y a un minimum, c'est sûr. Hein, voilà, oui. le minimum. Parce que là, toi, tu ne t'en rends peut-être pas compte, mais il y a beaucoup d'orientateurs qui ont affaire à un médecin de plein de volonté qui vient, mais qui lui, il n'a aucune expérience, il ne sait pas du tout quoi amener. Donc, nous, on est aussi là pour leur dire, bah, voilà, à minima, il faudrait que vous ayez… Et il y a eu des questions. Si tu veux. Je pourrais vous les faire, les listes. Voilà, merci. Et il y a eu des questions, par exemple, AMS, c'est sûr que ça peut intéresser pas mal de monde. Alors, AMS n'aura pas de quoi satisfaire tous les orientateurs de RAID en France, hélas, hein, ça serait bien, mais on essaiera de vous trouver aussi quelques autres coordonnées par rapport à ça et on vous donnera les coordonnées d'AMS, que moi, je travaille également avec eux. Un point de vue aussi qui est pas mal. Hein. Moi, je suis en train de travailler avec eux, mais c'est dans les Alpes. Mais ils se déplacent quand même. Ils ont fait des trucs au Maroc et ils descendent dans le sud aussi de temps en temps. Ok. Après, peut-être un point de vue complémentaire, parce que je travaille avec une dizaine de médecins sur mes différentes courses, et c'est vrai que toi, tu as une habitude de travail avec tes expériences et beaucoup de gens très compétents, mais j'entends de plus en plus dire qu'il y a les médecins avec lesquels je travaille, notamment sur des courses à la journée assez simples,
ils préfèrent de loin travailler avec un infirmier, si possible un infirmier urgentiste, et qu'eux se concentrent sur les grosses pathologies et que pendant ce temps-là, la personne, par exemple, fait la perf ou fait de l'OBG moins grave. Donc, ça peut aussi résoudre quelques problématiques pour des gens qui ont du mal à trouver deux médecins, par exemple. Peut-être qu'un binôme infirmier-médecin ou deux binômes dans l'idéal, c'est aussi une bonne chose. Je prends des infirmiers SMUR, en fait, qui ont l'habitude. Après, l'intérêt par exemple, des pisteurs secouristes ou des secouristes un peu pro, c'est qu'eux, ils ont l'habitude de faire du relevage dans les règles de l'art, chose que les médecins, la plupart du temps, ne savent pas faire et les infirmiers non plus. Donc, en fait, c'est bien d'essayer de faire un mélange de tout ça. Et si vous en avez dans vos bénévoles, c'est vachement bien. Mais par contre, il faut les répertorier quand vous les prenez et que du coup, nous, on sache où ils sont sur le parcours et sur qui on peut compter, en fait. Ça, c'est un point très important, je l'ai dit tout à l'heure, de répertorier tous les gens qui ont de près ou de loin une qualification en secourisme et que vous sachiez où ils sont et déjà de savoir qu'ils le sont. Là, on va faire vite ce soir, mais on a aussi, je pourrais vous passer un exemple de petit document aussi, qui est un brief écrit qu'on donne aux bénévoles sur un exemple de où ils sont placés, comment ils déclenchent les secours, qu'est-ce qu'il faut dire quand on appelle les secours, etc. Et qui se préparent à ça en ayant le support écrit avec eux bien longtemps avant la course, ce qui leur permet, quand ils font faire face alors qu'ils ne sont pas préparés à subir un accident devant eux ou intervenir devant eux. Donc, c'est des choses qui peuvent les aider. Donc, on vous le mettra aussi dans les documents. Et puis, je termine sur le volet médical. Si tu peux revenir sur la diapo d'avant, s'il te plaît, Claire. Sur le volet médical. Je réponds juste à une question. Je vois, et les pompiers, moi, j'ai fait une course de VTT, la Cap Nord, là, à Carcassonne, l'été en juin. Et eux, ils avaient conventionné avec leurs SDIS. Donc, je sais que ça peut se faire en tant qu'organisateur. Et c'était super, hein, c'était vraiment bien. Ouais. Et j'avais le grimpe aussi, c'était parfait. Alors ça, c'est très rare. Ça existe, et Sonia, tu as raison de le dire, mais la plupart des SDIS ont la consigne de dire qu'ils ne doivent pas intervenir parce qu'ils privilégient d'autres missions de service au secours à la personne ou autre. Et du coup, ils demandent à renvoyer justement sur des médecins propres à l'organisation ou sur des DPS avec des organismes de protection civile agréés. Donc, c'est hélas très rare. Avant, c'était assez fréquent, mais voilà, ça devient hélas de plus en plus rare, mais c'est une bonne solution. Je voulais vous dire deux mots quand même. J'ai parlé de Logikos, mais je ne leur fais pas de la pub à eux. Il y a d'autres organismes concurrents ou autres qui font ça, mais qui nous obligent un petit peu à progresser dans le domaine de la médicalisation sur certains aspects que je pense qui ont été trop négligés par le passé. Tout d'abord, la notion de questionnaire médical et les problèmes de RGPD qui vont avec, parce que nous, organisateurs, on n'est pas habilités à manipuler des bases de données médicales. Donc, il faut trouver des solutions par rapport à ça. C'est quand même bien, quand des gens s'engagent sur notre épreuve, on a un minimum d'historique des antécédents médicaux qu'ils pourraient avoir et que les personnels soignants sur notre épreuve y aient accès. Donc ça, il y a des sociétés aujourd'hui qui permettent ce type de procédé. Sinon, il faut vous organiser aussi avec le personnel soignant de votre course qui peuvent avoir accès, mais savoir où vont être gérées ces bases de données, comment, etc., pour ne pas être en défaut avec la RGPD. Je vais assez vite, mais si vous avez des questions là-dessus, soit vous me les posez par écrit, et j'essaierai d'y répondre au mieux ou de vous faire des interventions complémentaires. Le point fort aussi de ces structures, c'est qu'ils maintenant, grâce à leur système à eux et les logiciels qu'ils ont mis en place, il y a une traçabilité des soins. Et ça, c'est un point important qu'on a souvent aussi, nous, négligé sur nos épreuves. Alors, les médecins d'expérience, ils ont l'habitude, ils font leurs fiches, ils complètent, etc. Même quand c'est une situation un peu compliquée, après, ils prennent le temps de le faire. Mais on ne le fait pas tous. Donc, qui est intervenu, à quel moment de la chaîne, comment. Donc ça, c'est des éléments que vous devez donner à vos personnels soignants pour qu'il y ait cette traçabilité, pour que si après, il y a eu un souci, soit d'allergie, soit que c'est mis en cause par les autorités, que vous n'êtes pas intervenu assez vite ou autre, ayez des éléments par rapport à cette traçabilité. Et puis, l'avantage aussi de ce type de société, c'est que même si vous ne contractualisez pas avec eux sur une prestation complète, il y a différents niveaux de prestations que vous pouvez choisir. Et des choses que j'ai trouvées assez intéressantes, par exemple, ils ont des tutos qui peuvent être donc donnés à vos concurrents. Des fois, il y a des erreurs qui peuvent être faites, des choses, par exemple, sur l'apport en sel par rapport aux crampes, sur des choses comme ça, sur
tout un tas de choses. Il y a des fois des choses qu'on croit bien faire, qu'on a toujours entendues et qui en fait ne sont pas forcément bonnes. Donc eux, on fait des tutos sur ce genre de choses. Ils peuvent aussi intervenir justement pour former vos personnels médicaux, c'est-à-dire si vous avez des potes médecins mais qui ne sont pas experts du niveau de Sonia ou en intervention, ben, ils peuvent aider à former un peu ces personnels-là, même sans refaire des grandes études de médecine et d'urgentiste, au moins leur donner les b.a.-ba. Et puis, et sensibiliser aussi, comme je disais tout à l'heure, avec des tutos, mais des fois aussi sur le terrain, vos concurrents sur les problématiques de santé et de traumatologie. Voilà ce que je voulais compléter un petit peu pour le volet médical. Je ne vois plus apparaître de questions. On va essayer d'avancer parce que l'heure tourne quand même. Je voudrais vous dire quelque chose. Il faut que je vous abandonne si vous n'avez plus de questions concernant. Merci Sonia. Partir. Merci beaucoup. Merci beaucoup Sonia. Bonne soirée à toi. Au revoir. Donc sur les assurances, on va essayer de faire vite parce que c'est compliqué. Je réponds à la question là de Bastien à tout le monde. Nous, je pense qu'il y a des choix à faire, c'est-à-dire que la sécurité, je pense, c'est primordial et avoir un médecin, c'est primordial. Après, c'est sûr que ça, on a beaucoup parlé de grandes épreuves et je m'en excuse, parce qu'on aurait voulu peut-être être plus adapté aux épreuves à la journée. Mais le dispositif médecin, c'est juste pour vous sensibiliser, mais je pense que vous en avez conscience aussi, hein, c'est qu'un DPS seul, franchement, ça ne sert pas à grand-chose. Donc aujourd'hui, il y a plein d'épreuves qui sont un peu plus chères, mais c'est aussi, vous pouvez être pédagogique. Hein. Moi, ça m'est arrivé sur des épreuves, et encore il n'y a pas longtemps dans les Hautes-Alpes, de dire voilà, aujourd'hui, avec ce prix-là, ce qu'on vous propose, et dire pourquoi c'est 5 € plus cher, et justement parler que vous avez voulu, vous tenez à avoir un médecin avec du matériel équipé, que c'est 5 € plus cher. Je pense que les gens aussi peuvent l'entendre. Mais j'entends la critique, hein. Je la comprends, je la reconnais. Ouais, enfin, si je peux me permettre d'intervenir juste, ouais. Hervé, je pense que la problématique que tu peux avoir sur un raid long, il est facilement transposable sur presque tous les points sur un raid à la journée un peu long, quoi, hein, en dehors peut-être de raids de quelques heures, mais dès que tu dépasses 5, 6, 7 heures, un certain nombre de choses sont, de toute manière, alors elles sont, comment dire, elles sont sûrement cadrées différemment avec des niveaux différents, mais elles sont bien présentes. Elles sont bien présentes malgré tout. Et c'est sûr que pour revenir à l'histoire des prix d'inscription, je pense que effectivement, je ne sais pas si c'est la bonne solution de dire, à vrai dire, une course, ça coûte, si on veut l'organiser correctement, ça coûte cher. Voilà, c'est la réalité. Donc, soit on trouve des partenaires, soit c'est compliqué avec des prix d'inscription relativement faibles d'organiser une course dans de bonnes conditions. Sur les assurances, je vais essayer de faire vite parce que je pense que ça commence à être long pour tout le monde. Vous avez des liens. Donc, sachez juste que la Fédé vient de changer d'assureur. C'était le groupe Alliance là, depuis 1 ou 2 mandats, donc depuis 4 ou 8 ans. Et maintenant, on est passé à la Maïf. Donc, il y a quelques conditions qui ont changé, mais dans les grandes lignes, ça reste à peu près la même chose. D'abord, pour vous redire, quand vous allez aller sur les liens, que vous ne soyez pas surpris parce que vous n'êtes pas tous des experts de comment ça se passe à la Fédé, je le comprends. Il y a 2 systèmes différents. La Fédé, il y a les clubs et vous pouvez être un club en étant aussi organisateur, ce qui est le cas idéal, parce que vous êtes reconnu comme club fédéral plus organisateur. Mais contrairement à ce qui se passe dans certaines fédés, vous pouvez n'être qu'organisateur sans être club. Et du coup, c'est important parce que c'est 2 types de contrats différents. Donc, je pense que sur les gens qui sont aujourd'hui autour de cette visio, certains sont uniquement organisateurs affiliés sans être forcément un club affilié. Donc, allez voir, cliquez bien sur le bon lien par rapport à ce que vous êtes là. Donc là, ce soir, vous avez le lien, mais je ne vais pas vous le détailler en intégral. Je vous dis juste qu'en février, il y aura un webinaire spécifique, pas que pour les raids, sur toutes les problématiques d'assurance. Donc, si vous n'êtes pas du tout à l'aise là-dessus, le directeur administratif et financier de la Fédé fera un webinaire, vous pouvez vous y pencher. Moi, je vais vous donner ce soir juste les grandes lignes. Quand vous êtes organisateur, donc, puisque c'est le webinaire de ce soir, on peut passer à la diapo suivante si tu veux, Claire. Quand vous êtes organisateur,
alors, quid d'un organisateur CD, comité départemental affilié? Si vous êtes les deux, vous êtes dans le contrat le plus large qui vous prend comme club ou CD plus organisateur. C'est la solution la plus large et la couverture est un peu meilleure, on va dire. Je fais simple, hein, mais c'est ça. Donc là, je vais parler plus du cas qui est à minima, qui est que les organisateurs. Mais si vous êtes organisateur plus club, c'est la couverture à maxima. Donc sur les assurances, il y a beaucoup d'erreurs là-dessus. On le voit quand on instruit les dossiers et qu'on forme les référents. Il y a quand même beaucoup d'erreurs sur ce volet-là. Donc aujourd'hui, l'assurance fédérale, quand vous êtes organisateur affilié, ça vous couvre pour une responsabilité civile. Je ne vais pas détailler aujourd'hui les volumes de couverture, vous les avez en dessous, vous les aurez sur le PowerPoint. Mais grosso modo, c'est le niveau de base, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas déposer un dossier à la préfecture si vous n'avez pas cette ERC. Et aujourd'hui, tout organisateur affilié est couvert par cette ERC avec des niveaux de prise en charge plus ou moins différents. Donc ça, c'est la base. Ensuite, pour l'individuel accident, là, ça se complique un peu. Et j'insiste beaucoup à chacune des réunions de formation là-dessus. Hélas, 3 fois hélas, moi je le regrette, mais c'est comme ça, mais ça peut aussi se comprendre dans le discours fédéral. Et ce n'est pas ce qui se pratique forcément dans d'autres fédérations. Quand vous faites souscrire à vos compétiteurs, à vos clients, une licence journée, l'assurance individuelle accident n'est pas incluse. C'est une assurance RC individuelle qui est incluse et non pas l'IA. Par contre, vous pouvez soit les renvoyer sur leur assureur propre, soit leur faire souscrire en option. Et ça, en général, quand vous allez sur le contrat assurance de votre espace organisateur, vous avez des possibilités de faire souscrire ce volant. Mais soyez bien vigilants et informez bien dans votre règlement que si les gens ne sont pas licenciés à la Fédé Triathlon quand ils viennent faire un raid chez vous, les licenciés, eux, ont leur IA qui est compilée dans les licences. Les non licenciés n'ont pas cette IA comprise. Alors, pour finir de compliquer un peu, je m'en excuse, mais n'hésitez pas à poser des questions là-dessus. Vous pouvez avoir, par contre, certaines personnes d'autres fédérations ou des gens particuliers qui ont un contrat, par exemple, Praxis Maïf, qui vont avoir cette IA incluse. Mais ça, vous ne pouvez pas le savoir, ou très peu. Sinon, il faudrait que vous connaissiez toutes les garanties de tous les types d'assurances à la FFCO, à l'UFOLEP, je ne sais, à la FFCK ou autre, pour savoir s'ils sont assurés en IA sur une des pratiques qui concernent votre aide. Donc ça, c'est assez compliqué. Donc vous, votre rôle, c'est surtout un rôle de sensibilisation pour dire attention, si vous êtes non licencié, veillez à ce que vous ayez une IA et éventuellement proposez-leur de la souscrire en option sur le contrat d'assurance qui vous concernerait. Sur la diapo suivante, je vais vite, hein, mais sinon je répondrai à des questions s'il y a besoin. Donc sur la diapo suivante, j'ai essayé de dissocier quelques éléments. Vous allez voir dans les contrats de la fédération, là je les ai simplifiés parce qu'il y avait des sports mécaniques et des choses comme ça, il y a des exclusions de sport. Alors ne prenez pas peur tout de suite, il faudra prendre le temps de lire ce qui est en rouge dessous, c'est-à-dire que vous avez des exclusions dans le contrat fédéral classique, triathlon et discipline enchaînée. Or, pour les raids, tous les raids que vous organisez en compétition en tant qu'organisateur, c'est bien marqué en rouge en dessous, restent couvertes lorsqu'elles sont intégrées dans l'activité raid en compétition, c'est-à-dire toutes les exclusions que vous lisez sur le contrat au-dessus, c'est-à-dire alpinisme, parapente, spéléo, etc., canyoning, elles ne sont pas exclues que pour les raids en compétition. J'espère que je suis clair pour tout le monde. C'est-à-dire que si, grosso modo, si vous faisiez du triathlon, vous ne serez pas assuré pour ces disciplines-là. Si vous êtes organisateur affilié à la FF3 et que vous déclarez un raid, vous êtes assuré pour ces activités-là. Par contre, pour les clubs, et je reviens à ceux qui avaient une question sur ce premier niveau-là, pour les clubs, c'est un peu plus compliqué parce que, grosso modo, ces mêmes activités sont assurées quand vous êtes dans le cadre de l'activité club, programmée, encadrée, etc. Si, par contre, vos adhérents à votre club vont faire ces activités-là à titre individuel, pour beaucoup d'entre elles, ils ne sont plus assurés. Donc, on est en train d'essayer de le faire modifier pour le trail. Ça va être pris en compte l'année prochaine parce que c'est quand même la base. Et peut-être pour le kayak à moyen terme, mais ça, ce n'est pas encore pris en compte. Pratique libre, non assurée, c'est ce que je viens de dire, c'est-à-dire que si vous êtes en dehors du champ de l'organisateur, si vous êtes en dehors du champ d'une séance programmée en encadrement club, et que vous, en tant que particulier, vous allez faire du kayak pour vous entraîner entre 2 séances de kayak faites par le club, vous avez l'assurance individuelle accident ne marchera pas de la fédération pour cette pratique-là.
là, on sort un petit peu du cadre purement ce soir strict des organisateurs, mais c'est que vous compreniez les différents niveaux d'assurance et comment ça se passe au sein de la fédération. Claire, je ne sais pas sur ces volets assurance et responsabilité, si tu vois d'autres choses compléter. Non, on fera de toute façon un petit récap dès qu'on aura le nouveau contrat d'assurance. Mais en tout cas, dès que ce n'est pas un entraînement côté club organisé, avec notifié et entraînement, voilà, il y a des clauses qui sautent sur l'encadrement. Par contre, voilà, ce qui est organisateur, ça couvre quand même en général, c'est le milieu spécifique qui saute aussi en pratique libre et club. Alors, la question d'Océane est importante. Elle demande si, quand on est une collectivité territoriale, on a une petite assurance. Je réponds que moi, ce n'est pas le cas de mon intervention ce soir. Ce soir, on explique quand c'est un organisateur affilié à la FF3. Parce que là, ce soir, il y a peut-être des gens qui assistent à la conférence, qui sont des organisateurs, qui sont non affiliés, qui ont peut-être eu une autorisation de la Ligue concernée pour la déclaration de la manifestation. Mais nous, on va juste vérifier que vous avez une RC. On ne va pas aller plus loin dans l'information qu'on va transmettre à la préfecture. Donc là, je vous renvoie à vos assurances respectives. Faites-leur un petit mot pour dire, et la collectivité, par exemple, dans le cas d'Océane, c'est-à-dire, grosso modo, on organise, que prévoit notre organisateur? C'est-à-dire, est-ce que c'est la RC seule? Ça, c'est une obligation. Ils ne peuvent pas faire moins que la RC, mais est-ce qu'il y a d'autres garanties prévues dans le contrat? Donc ça, si ce soir, il y a des organisateurs affiliés à d'autres fédérations ou qui sont portés par une collectivité, ben, voyez chacun les contrats qui vous concernent. Moi, ce soir, j'ai présenté le cadre qui concernait la fédération. Voilà, juste pour finir, s'il n'y a pas d'autres questions sur les assurances, infos diverses. Alors, ce n'est pas encore validé officiellement par la fédération, mais à partir de 2022, il n'y aura plus de manche qualificative pour les championnats de France. Donc, tous les raids qui sont affiliés, en tout cas une épreuve par manifestation, apporteront des points aux équipes qui pourront ensuite les faire valoir pour participer au championnat de France. Donc voilà, ça c'est une information où du coup voilà, tous les raids sont sur le même pied d'égalité. On vous informera, alors comme j'ai dit en amont sur les RTS avec le changement de réglementation, notamment sur les gilets d'aide à la flottaison. On a voilà, d'autres accords avec la FFCK, notamment des prises de licence à bas prix pour les licenciés FF3, mais aussi un partenariat privilégié. Alors, n'hésitez pas en tant qu'organisateur à solliciter aussi les autres professionnels ou les autres fédérations ou comités sur les autres disciplines. Et n'hésitez pas à solliciter la fédération de kayak pour avoir des infos sur les parcours, les niveaux d'eau, les gestions, les barrages, etc. Et surtout, si vous avez besoin de lâcher d'eau, il y a une campagne annuelle de la FFCK qui recense tous les besoins de lâcher d'eau au niveau national et qui négocie, et notamment auprès d'EDF, pour avoir ces lâchers d'eau. Donc maintenant qu'on a une convention, ils auront peut-être plus de poids, en tout cas, pour essayer de nous donner quelques lâchers d'eau sur nos manifestations. Donc n'hésitez pas. Et après aussi, voyez si ça peut coincer avec d'autres manifestations qu'ils auraient sur le même site, la même rivière. Je prends l'exemple, s'il y a une manche de Coupe du Monde de descente en kayak, 15 jours avant un petit raid, c'est sûr qu'il n'y aura pas 2 lâchers d'eau en 15 jours et ils vont privilégier la manche de Coupe du Monde de kayak. Donc ça peut être des éléments qui peuvent vous intéresser au niveau des lâchers d'eau. Et puis, en tant qu'organisateur, je pense que vous êtes confrontés, Pascal n'est pas rentré sur ce sujet-là, mais il y en a beaucoup qui ont pas mal de problèmes, que ce soit du raid long ou du raid court, sur l'accessibilité des parcours, notamment avec l'environnement, avec des autorisations ONF, Natura 2000, etc. N'hésitez pas à me faire remonter les problématiques, parce que plus j'en sais, plus je peux essayer de faire pression, même si on n'a pas beaucoup de moyens, mais au niveau des ministères et du CNESF, il y a des essais de dialogue. Alors, c'est des essais, mais en tout cas, si je n'ai pas l'état des lieux des problématiques, des annulations ou autres que vous subissez, c'est difficile de les faire remonter. Donc, n'hésitez pas. Je sais que c'est compliqué, c'est très fastidieux. Alors, les recos, c'est une partie plaisir, mais dossiers administratifs, c'est très fastidieux. Donc, n'hésitez pas si on peut vous aider, en tout cas, au moins remonter les problèmes pour essayer de débloquer des situations. Ça ne marche pas chaque fois, mais en tout cas, n'hésitez pas à me contacter pour ça. Voilà, en tout cas, je voulais vraiment remercier nos intervenants, Pascal, Sonia et puis Hervé sur cette soirée. Hervé, je te laisse conclure. Puis j'espère que... Avant la conclusion, il y a une question, peut-être qu'on puisse répondre à la question.
Sur les assurances des bénévoles, d'abord licenciés, non licenciés, ce n'est pas le problème des bénévoles. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous avez des bénévoles, on ne regarde pas leur statut. Ils sont couverts. Je parle bien des organisations, hein, je ne parle pas de le gîte club, mais sur les organisations, il n'y a pas de souci de cet ordre-là. Et je suis passé vite, mais quand vous allez cliquer sur les liens qu'on vous retransmettra avec la fin du PowerPoint, vous aurez tout le détail du niveau de couverture. Justement, si vos bénévoles ou si vous accrochez une voiture ou s'ils blessent quelqu'un ou s'ils se blessent eux-mêmes, vous avez les garanties pour chaque cas de figure. Donc ça, ce n'est pas des contrats très longs à lire, hein. Enfin, en plus, vous avez des cases, c'est évident. Donc prenez, franchement, ça vous prendra 5 minutes par lien et vous aurez tout de suite une bonne visibilité du niveau de couverture. Excuse-moi de Ce qui est important à dire pour la couverture d'une organisation, l'a dit sur le premier webinaire, c'est que dès que vous allez affilier votre événement, donc le plus tôt possible, vous serez sur le calendrier de l'événement, mais en tout cas, il vous couvre pour tout ce qui est en amont de l'événement. C'est-à-dire que dès que vous affiliez votre événement, même si c'est 6 mois avant, toutes les recos de vos bénévoles, etc., sont prises en charge par l'assurance. Donc, ça peut être intéressant. Et après, il y a aussi des dispositifs d'assurance plus si vous avez des bateaux moteurs ou autres, etc. Donc, ça, il faut le lire. Mais en tout cas, plus vous anticipez l'affiliation, plus vous êtes couvert dès le jour où vous vous affiliez. Excuse-moi de t'avoir coupé la parole. Ouais, pas de souci. Et du coup, je vous remercie. Je ne sais pas si vous voulez rallumer vos micros, s'il y a une ou deux autres questions. En tout cas, on va, comme le niveau 1, comme le niveau 1, ça sera diffusé en lien YouTube dans quelques temps. Et pour répondre à la question du délai minimum d'affiliation, la veille pour le lendemain, ça peut être fait. Par contre, non, je ne sais pas, peut-être pas un jour, mais il faut au moins le temps que l'affiliation se fasse. Mais 2-3 semaines, je pense que ça peut suffire. Mais ça dépend des ligues. Ça, il faut vous rapprocher de la ligue. Voilà, en tout cas, je vous remercie. Merci à Sonia qui est partie, Pascal, Hervé, et puis bonne soirée à tous et bonnes organisations, j'espère.